C'est parti. Salut Véronique. Salut Véronique, du coup, Adrien. je suis enchanté de t'accueillir dans ce podcast pour qu'on discute un peu à bâton rompu de nos pratiques, de ta vision de l'hypnose. Je sais que tu travailles pas mal avec les enjeux systémiques, de systémie interne et de systémie aussi relationnelle externe. Tu as développé une méthode il y a quelques temps. Donc voilà, et probablement qu'au cours de notre échange, des idées risquent de se fluidifier et de nous venir. Ce que je te propose, c'est que tu nous dises un petit peu, peut-être rapidement, dans quel coin tu te trouves, peut-être une idée de ton cursus, si tu as fait des choses avant l'hypnose. Et puis tout ça, je pense, va nous mener assez naturellement à tes spécialités et à ce qui te paraît important de nous partager. Ok. Déjà, merci pour l'opportunité, c'est super sympa. Plaisir de partager avec toi. Euh, Moi, du coup, pour la petite histoire, pour voir ce qui m'a conduit à l'hypnose et à la thérapie brève en général, c'est des réorientations, beaucoup. À l'époque du lycée, enfin après le lycée, je savais pas ce que je voulais faire. Donc à la fac, je me suis beaucoup réorientée. Je me suis beaucoup cherchée. Et à un moment donné est venue la question de qui suis-je, qu'est-ce que je veux, quelle est ma place dans ce monde, à quoi ça sert tout ça. Et puis la psycho n'avait pas assez débouché, d'après mes parents. Enfin, toutes des choses où j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de bâtons dans les roues tout le temps. Et j'ai fini par garder des enfants, donc j'ai été auxiliaire parentale pendant 10 ans pour arrêter les études et juste me lancer dans l'accompagnement d'une manière générale, enfin en tout cas me lancer dans un projet de vie qui me plaisait et un métier qui me plaisait. Et puis la systémie est venue un peu comme ça, c'est-à-dire que les parents des enfants que je gardais me disaient tu vas pas être nous toute ta vie, tu devrais faire d'autres choses, tu pourrais faire de l'accompagnement pour les couples, pour les familles, regarde comme tu nous aides avec les gamins. Et donc de fil en aiguille, comme j'avais entendu parler de PNL en IUT Tech de Co au tout début, après le bac, je me suis dit, bah, je vais aller faire de la PNL et puis on verra où ça me porte. De la PNL, je suis partie sur l'hypnose. De l'hypnose, je me suis dit, c'est vrai que la systémie, ça m'amènera peut-être quelque chose. J'avais besoin de compréhension pour moi aussi. Euh, Dans ma famille, ça a toujours été très compliqué, beaucoup de conflits, beaucoup d'amour, mais malgré tout l'amour, ça ne marche pas. Et je pense que j'avais besoin de clés pour comprendre et résoudre des trucs en moi. Euh, Probablement pour les autres autour de moi aussi, mais tu le sais aussi bien que moi, quand les gens ne veulent pas changer, on ne les change pas. Euh, mais quand on change soi-même, ça a quand même une influence sur l'entourage. Donc c'est assez intéressant. Et puis de fil en aiguille, je me suis installée du coup sur l'île en tant que praticienne en thérapie brève. Et puis maintenant, je suis sur Orchy entre Lille et Valenciennes. Super, merci beaucoup. Et du coup, comme bah, ouais, on met les pieds dans le plat directement, tu parles d'hypnose et de systémie. Est-ce que tu veux bien nous donner un peu, alors bon, bah, la question est vaste, mais euh, si ce n'est ta définition, en tout cas ta vision un peu de ce que c'est que l'une et l'autre pratique, et probablement comment les deux se rejoignent et comment tu les combines ou tu les utilises en complémentarité pour avoir la meilleure efficacité possible. Ouais, alors du coup, en fait, j'ai un peu du mal aujourd'hui à dissocier les pratiques. Enfin, tu vois, tu me parles de PNL ou tu me parles d'hypnose, pour moi, c'est la même chose. Tu me parles de systémie ou tu me parles d'hypnose, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je vois plus l'approche comme ce sont plein d'outils qu'on intègre en soi et après, c'est à partir de soi qu'on va accompagner l'autre. Et donc, tous ces outils en soi, une fois qu'on les a bien intégrés, font que aujourd'hui, j'arriverai pas à dire je fais de la systémie ou je fais de l'hypnose et à quel moment je fais quoi et comment je passe de l'un à l'autre. Je sais pas, c'est plus une vision et une manière de voir les choses, je dirais. Euh, et pour moi, tout est systémique. Donc, je te disais tout à l'heure par rapport au changement, le fait que on change, ça a forcément un impact sur les gens qui nous entourent. Euh, En fait, pour faire simple, je vais essayer de faire simple. Euh, Si on prend un couple, par exemple, et qu'on veut avoir une vision systémique du couple, on va dire euh, l'impact d'une personne et de sa communication et de ce qu'il fait, de ses actions, etc., va avoir un effet sur l'autre. Et ça fait que parfois on est en conflit, et même si on s'aime, même si on a envie que ça marche pas parce que il y a le process des relations un peu miroir, et moi je fais ça et ça active ça chez l'autre, et pourtant c'est pas mon intention, mais ça fonctionne quand même comme ça. Et donc il y a des boucles comme ça qui se créent et ça marche pas, et à un moment donné il faut décabler, recabler et réorganiser, restructurer. Enfin,
il faut remodeler un peu tout ça. Et donc, quand tu prends, que tu prennes le couple, que tu prennes la famille, que tu prennes un ensemble beaucoup plus grand, un groupe, une entreprise, un pays, le monde, enfin que tu ailles vers l'infiniment grand ou que tu ailles vers l'infiniment petit, ça fonctionne toujours sensiblement de la même manière, c'est-à-dire que tout est un système en fait. Et au niveau de l'individu, et c'est là que c'est intéressant par rapport à l'hypnose, c'est que quand on accompagne quelqu'un au changement avec l'hypnose, on accompagne un individu, mais on ne peut pas accompagner un individu à changer un comportement. Par exemple, je viens de voir en hypnose pour arrêter de fumer. Ok, bah abracadabra, t'arrêtes de fumer, hop, t'es content, c'est cool. On ne peut pas minimiser le fait que ça va avoir des répercussions, en fait. Ça va avoir des répercussions sur le comportement en soi, c'est-à-dire je fumais, je voulais arrêter de fumer, j'arrête de fumer, mais ça peut avoir des effets sur l'environnement. Par exemple, je fumais, je sortais en soirée avec mes copains, fumer une cigarette avec eux, puis maintenant je me retrouve tout seul, je me sens un peu seul, je me sens pas bien. Ça peut avoir une influence sur mon identité parce que ça me donnait confiance en moi et d'un coup, je fume plus, je suis très satisfait, mais je me sens un peu moins à l'aise dans mes interactions ou je me sens un peu moins fort parce que j'avais une croyance que la cigarette, c'était quelque chose pour les grands et que du coup. Donc, en fait, tout ce que tu vas faire va avoir une influence à plein d'autres niveaux. Euh, donc, quand on fait un accompagnement individuel, c'est hyper important de considérer euh, le fait simplement que ce que tu vas changer ne va pas, ça va dépasser ton intention. C'est-à-dire, je veux changer ça, ok, mais il va se passer des choses que tu peux pas forcément prévoir, mais tu peux prévoir l'imprévu et ça permet du coup d'ancrer le changement en disant, voilà, si quelque chose se passe d'imprévu, est-ce que ça, c'est suffisamment important pour toi pour que, ok, tu tiens bon quand même, quoi. Je sais pas si je suis claire hein, dans mon discours. Euh, Et si tu as fait un peu de PNL, je ne sais pas si tu t'es formé en PNL, toi, du coup, ou si tu es ouais. Quand tu regardes la pyramide de Dilt, tu vois, typiquement, là, tu es typiquement sur la systémie du solo, en fait. Tu es, typiquement sur le je change un environnement, je change d'environnement, ça change mes comportements, mes capacités, mes croyances, mon identité, le sens que je donne à ma vie. Je change le sens que je donne à ma vie, ça change tout sur ma pyramide. Et en fait, quand tu changes quelque chose, ça change tout, en fait. Et tu as aussi le présupposé de l'hypnose. Le corps et l'esprit font partie d'un même système cybernétique. Tu es typiquement sur la systémie. Tu changes une croyance, ton corps change, tu changes ton corps, ton, ton esprit change. C'est génial. Et du coup, ce que ça signifie, c'est que quand les gens viennent te voir avec une demande qui souvent est d'apparence en tout cas personnelle, individuelle, toi, dans, je sais pas, peut-être ton entretien préalable ou les questions que tu vas poser, euh, tu vas explorer la dynamique intérieure, je dirais intrapsychique, intra-émotionnelle, ce qui est à l'intérieur de la personne, et tu vas aussi prendre soin ou explorer, investiguer ce qui va se jouer dans les systèmes de la personne euh, pour, à minima, éclairer le fait que ce changement personnel va avoir un impact sur la systémie de la personne et explorer, anticiper, tu disais, cet impact, même si on ne peut pas exactement savoir lequel il va être, comment la personne soit préparée, que son changement, en fait, il n'est pas anodin. Enfin, en tout cas, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas anodin et qu'il vienne faire bouger d'autres relations. Ouais. En fait, je vais essayer de prendre un maximum de paramètres en considération et je vais poser un maximum de questions. Et balayer cette pyramide de Dilt, par exemple, c'est quelque chose que je fais assez systématiquement. C'est quand tu vas avoir réussi ce que tu veux réussir ou quand tu vas avoir atteint le but que tu veux atteindre, qu'est-ce que ça va changer dans ton environnement, dans tes comportements, dans tes croyances, dans ta manière de voir les choses? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Imagine-toi, une fois que tu as atteint ton objectif, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui bouge de manière confortable, qu'est-ce qui bouge de manière inconfortable et quelles sont les parts d'inconnu aussi. Et je sensibilise les personnes que j'accompagne à cette notion de systémie de quand on change, ça a un impact euh, ça a un impact sur les autres, ça a un impact sur son environnement, ça a un impact sur d'autres choses qui te dépasseront complètement toi. Et donc, je leur explique avec un truc assez visuel sur le système. En fait, le système a trois possibilités en fait, d'évolution, enfin, en tout cas, tel que moi je le vois et tel que je l'imagine. J'ai du mal à imaginer autre chose. Si d'autres personnes voient autre, je serais ravie de rencontrer quelqu'un qui a une autre vision. Mais pour l'instant, je suis avec ça. C'est vraiment, en fait, le système, tu as un élément du système qui veut changer. Quand un élément du système veut changer, il y a trois possibilités en fait. Soit il ne peut pas changer parce qu'à chaque fois qu'il change, le système vient le ramener à ce qu'il était avant, en disant non, parce que ça déstabilise trop ça, nous on veut que tu restes là. Ça se voit beaucoup dans des familles.
C'est ce qui fait que parfois, on va accompagner des enfants notamment, et les enfants, on va les accompagner une fois, deux fois, trois fois. Et puis, les parents, ils reviennent et ils disent, ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, l'enfant a beau être très content de sa séance et ça fonctionne pendant quelques jours, mais très vite, il se rend compte que bah, par rapport à la famille, c'est un peu l'enfant symptôme, quoi. C'était l'enfant qui révélait quelque chose, mais s'il ne le révèle plus, bah, on ne peut plus régler le problème. Donc, en fait, il vaut mieux continuer à avoir de l'énurésie pour que les parents déclenchent une dispute ou quelque chose comme ça. Enfin, les comportements de l'enfant vont avoir complètement de l'impact sur la relation des parents, sur la relation des frères et sœurs, sur la relation de plein de choses. Et donc, quand un élément change, soit le système empêche l'élément de changer, soit l'élément change et est suffisamment solide et fort et préparé au changement pour rester là et pour que les personnes soient obligées d'évoluer pour aller rejoindre le changement. Et donc, du coup, mon évolution permet toute une évolution, à tout un système d'évoluer, ou soit le système explose. C'est ce qui fait que du coup, il y a des couples qui se séparent parce qu'en fait, ben, il y en a un qui veut changer de travail et puis l'autre, il n'a pas envie que les habitudes, elles changent, mais c'est trop important. Et puis, si on n'y arrive pas à se mettre d'accord, ça pète en fait. Donc, le système, soit il ne peut plus fonctionner, soit il maintient l'élément à son état initial d'origine, soit il évolue pour permettre l'évolution de l'élément qui avait envie de changer. Et le but de la thérapie, c'est d'amener une personne à changer et d'amener à ce que tout évolue, en fait. On est là pour faire évoluer les choses et faire évoluer les gens, quoi. Génial, je partage ta vision de ces trois scénarios et ta curiosité de voir si jamais il y a d'autres personnes qui ont d'autres visions ou qui peuvent imaginer d'autres scénarios. Euh, Ça m'a évoqué ou éveillé une question presque de l'ordre du détail, mais à voir comment elle peut nourrir l'échange. Euh, cette exploration du changement, du résultat et des conséquences positives ou négatives dans le système interne, mais aussi externe de la personne, euh, c'est pas évident à faire. En tout cas, j'imagine les limites d'une réflexion consciente là-dessus, surtout que, voilà, pour les gens qui nous regardent, a priori, c'est plutôt des gens qui sont formés à l'hypnose, à la thérapie, donc c'est des sujets qui nous intéressent. Même avec ça, c'est pas gagné. Mais pour des gens lambda qui viennent consulter, ils peuvent n'avoir vraiment aucune culture thérapeutique systémique. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu vas plus explorer dans l'entretien préalable? Mon présupposé étant que il risquerait d'y avoir un peu des limites de projection consciente, ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas plus explorer dans un état d'hypnose, par exemple, les conséquences du changement pour vérifier les enjeux systémiques? Euh, Alors, je ne saurais pas vraiment te répondre. Je pense que je pose la question quand on arrive au changement, ou enfin, je ne saurais pas vraiment te répondre à ça. À quel moment? Je pense qu'il n'y a pas un moment. Je pense qu'en fait, la systémie, elle est partout, en fait. Et donc, elle suit le flot de la séance. C'est-à-dire que dès qu'on parle de quelque chose, je vais avoir en fait, j'ai cette idée dans la tête qui m'accompagne et qui accompagne toute la séance. Et je vais porter des précisions dessus. Si une personne me dit, par exemple, euh, bah, j'ai fait ça, 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 et malgré tout ça, ça change pas. OK, qu'est-ce Hmm. qui se passe quand ça change? Et donc là, du coup, je ramène. Et en fait, du coup, la notion, moi, l'idée, elle est là, mais j'en fais pas quelque chose. Tu vois, c'est plus dès que ça coince, je vais explorer. Parce que si ça coince et que le changement n'est pas possible, c'est qu'il y a un enjeu systémique pour moi, en fait, dans ma représentation. Et Génial. Et, pardon. Non, je t'en prie, vas-y. je termine juste avec ça, du coup, ce que j'aime expliquer aussi à mes clients sur des démarrages d'accompagnement, c'est que quand on se voit, on est sur des thérapies brèves et pour moi, il faut que les changements soient efficaces, il faut qu'ils soient durables, mais il faut aussi que ce soit rapide. C'est-à-dire que, en tout cas, les premiers changements et le début de je sens que là, il y a quelque chose qui bouge, ça doit se sentir assez vite. On va pas faire, on n'est pas là pour passer 3, 4, 5, 6 séances à blablater, en fait. Il faut à un moment donné faire avancer les choses. Et ce que je leur explique, c'est que quand on se voit et qu'on fait une séance pour une problématique, une phobie, un arrêt du tabac, si à la deuxième séance, les choses vont changer positivement, tant mieux, on continue à avancer dans la direction qu'on a empruntée. Si les choses changent négativement, c'est qu'on a touché une corde sensible et donc c'est intéressant, ça veut dire que ça fait bouger les choses et on voit ce qui n'a pas fonctionné. Donc là, on prend la dimension systémique et on réembraye sur autre chose. Si ça ne bouge rien, c'est-à-dire que s'il n'y a rien qui change, alors bah, on peut se redonner une chance, une deuxième séance. On peut éventuellement aller voir la troisième ce qui se passe, mais à un moment donné, il faut arrêter en fait. Parce que en tant que thérapeute, et c'est là que la notion de systémie elle est hyper importante, je pense, pour les accompagnants aussi, en tant que thérapeute, si je fais une séance, deux séances, trois séances, et qu'il n'y a rien qui bouge jamais, en fait, je fais partie du problème.
C'est comme tu sais, il y a certains clients qui vont voir plein de thérapeutes et ça change jamais. La première chose que je leur dis quand ils viennent me voir et que je sais qu'ils ont eu beaucoup d'hypno et que leur problème ne change pas, c'est en fait, à force de voir trop de monde et de faire trop de choses, ce qui se passe, c'est que tu renforces la croyance que ton problème est immense et qu'il va être très compliqué à résoudre. Et puisque tu renforces cette croyance, ça va être plus compliqué. Donc, on va d'abord fracasser la croyance. Ensuite, on va regarder les choses autrement sous un autre angle. On va prendre en dimension toute la systémie. Et là, on va commencer à bosser. Génial. Ce que je trouve hyper chouette dans ce que tu dis, en tout cas la manière avec laquelle je l'entends, c'est parce que c'est complexe tout ça. Je veux dire, l'être humain, la systémie intérieure de l'être humain, c'est déjà euh, une complexité vraiment importante. Et tout ça s'inscrit dans des systèmes, parfois à deux, mais parfois à des familles, une histoire, un passé, enfin voilà. Et ce que j'ai entendu dans ce que tu disais, qui me paraissait vraiment simplificateur, mais positivement, hein, pas simpliste, donc qui simplifie la complexité, qui permet de manœuvrer cette complexité, c'est, OK, tu as tes grilles de lecture, des grilles de lecture intrapsychiques, plutôt travailler avec l'hypnose, une vision de la systémique, à moins que tu aies un élément flagrant qui dise, bon, là, en fait, c'est pas le symptôme du sujet, le sujet, c'est le symptôme, il faut que je travaille dans la systémie. Si jamais tu n'as pas cette clarté dès le début ou cette évidence, tu vas plutôt faire ton travail d'hypnose, donc faire un travail interne chez la personne, et en fonction des résultats de ce travail, soit c'est la bonne direction, soit c'est l'inverse. Je pense que c'est très aidant aussi pour les gens qui nous écoutent de clarifier ça. Et en plus, ce que tu présupposes dans ce que tu dis, c'est la clarté de ton cadre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est clair dans ton esprit, quelque chose que tu dis clairement au début, et qui va du coup, effectivement, donner un cadre thérapeutique aux différents scénarios, quoi. Soit ça change beaucoup très vite, soit progressivement dans la bonne direction, on continue, on enchaîne. Si ça change négativement, c'est que probablement qu'il y a pour le coup une espèce de systémie intérieure, probablement des systèmes de protection qui ont été effleurés ou qui ont été un peu bousculés, qui du coup se réactivent. C'est qu'il y a des chances qu'on soit au bon endroit, mais qu'il faille Ça un peu peut de aussi douceur. être, à ce moment-là, ça peut aussi être que moi, je me suis plantée. Et ça, je le reconnais assez facilement. Si on va dans la mauvaise direction, c'est peut-être que j'ai induit une croyance ou amené. Si la personne, elle revient en me disant, il y a ça qui a changé, mais c'est hyper inconfortable, ça peut aussi être moi qui ai brusqué les choses. Tu vois, je prends pas la responsabilité de la personne, mais tu sais, il y a un truc qu'on apprend beaucoup, je trouve, en formation sur l'obligation de moyens, mais pas de résultats. Moi, je trouve que tout ça, c'est pourri, en fait. On a des obligations de veiller à ce qu'il y ait un résultat et que s'il n'y a pas de résultat, on se donne un autre moyen. Et parfois, le moyen, c'est de réorienter vers quelqu'un. Mais bien sûr qu'on a une obligation de résultat. Les gens viennent nous voir pour avoir un changement. S'il n'y a pas de changement, c'est à nous de les informer sur nos limites pour leur permettre du changement, en fait. Eux, ils veulent un changement, mais on doit tout faire pour les orienter vers ça. Et je suis pas très OK avec l'idée de bah, s'il n'y a pas de résultat, moi j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai pas de responsabilité dedans. Je pense qu'on en a une à tout moment, quoi. Euh, J'ai l'impression qu'on touche quelque chose de très sensible qui mérite peut-être qu'on prenne soin de ça. Parce que bon, les mots sont forts aussi, hein, l'obligation de résultat, c'est quand même une Mm, pression mm. énorme. J'imagine même peut-être des personnes dont la pratique est récente, ça peut faire vraiment peur. Par contre, ce que je trouve très important dans ce que tu dis, c'est d'avoir suffisamment de cordes à son arc, de grilles de lecture, de stratégies d'intervention pour, bon, si on est dans la bonne direction, je crois qu'on peut évacuer le sujet, il n'y a pas trop de problème. Par contre, si ça bouge pas ou si ça bouge dans une direction inverse, effectivement, d'avoir c'est pas des plans B, mais en tout cas des manières de réagir, des manières d'interpréter ou d'explorer ce qui se joue pour effectivement passer la main si on considère qu'on n'est pas la bonne personne, ou pouvoir réagir effectivement et avoir des axes d'exploration qui vont optimiser les chances qu'on ait un résultat. Si tu refais, la personne ne change pas ou elle change en négatif, et parce que, tu sais, on dit que si tu as un marteau, tu vois des clous partout. Mm, mm. Si jamais tu n'as qu'un seul outil et qu'une seule approche, et que du coup, elle ne donne pas satisfaction et que tu la répètes, évidemment, on pourrait être dans la faute professionnelle. Je sais pas, en tout cas, on voit bien les limites. Ouais, après, la faute professionnelle, c'est un peu compliqué, puisque comme c'est pas Voilà. réglementé et tout ça, enfin, c'est Non, très j'exagère, mais complexe à c'est définir. Euh, je pense que là où il faut être clair, et même si tu as un seul outil, hein, tu as des gens qui sont formés juste à l'hypnose et qui ont un niveau praticien à hypnose et qui se débrouillent très bien. Je pense que là où il faut être clair, c'est sur ce qu'on va apporter aux gens et sur ce qu'on peut leur apporter et sur ce qu'on sait, en fait, tu vois? Enfin, sur ses limites, en fait, sur son cadre, tout simplement. Et si toi, tu es très clair avec ton cadre, avec ce que tu es capable de faire, parce que tu sais que ça peut fonctionner, mais tu sais aussi que ça peut ne pas fonctionner, donc tu vas mettre tout en œuvre pour que ça fonctionne, mais que si ça fonctionne pas, enfin, tu vois? C'est plus moi, je suis claire avec moi,
Et donc, quand les gens viennent me voir, il n'y a pas de surprise. Et si ça marche pas parce que ben, la relation ne va pas, et ça n'arrive jamais, enfin, je veux dire, à un moment, les gens viennent me voir aussi parce que ma communication en amont est assez claire. Quand, quand j'ai les gens au téléphone, je sais tout de suite si, bah, je suis désolée, mais là, ça va pas du tout être de mon ressort, ou je me sens pas du tout l'envie ou la possibilité de vous accompagner. Et quand tu es clair avec ton cadre, tu te retrouves face à des gens et en fait, on est sur c'est de la relation en fait. Et c'est là que la systémie, elle est importante aussi, c'est que j'avais fait un atelier là-dessus sur ne sous-estimez pas l'impact de votre relation à vous-même dans votre relation aux autres. En tant que thérapeute, si tu as une bonne relation à toi-même et une relation claire avec toi-même, tu peux que avoir une relation saine avec l'autre. Et quand je te parle de bonne relation avec soi-même, c'est au moment où tu mets ta cape de thérapeute, hein. Moi, dans ma vie de tous les jours, si j'enlève ma casquette de thérapeute, je ne suis pas du tout aussi fluide et aussi à l'aise et aussi bien dans mes baskets que dans mon cabinet, tu vois. Dans mon cabinet, je suis ancrée, je suis là. Dans ma vie de tous les jours, ça peut être le bordel toute la journée sans que je le vois venir, quoi. Cool. J'ai l'impression qu'on tenait quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a vraiment donné une espèce de clarté et je suis ravi. Et parfois, moi, je suis un peu intuitif. Je sais que je t'ai contacté, j'avais pas plus d'idées derrière la tête que ça. En tout cas, pas une stratégie réfléchie de communication ou que sais-je. Je me rends compte dans notre échange, bon, on a déjà pas mal parlé ensemble, mais que au-delà de ce qu'on peut apporter en diffusant bah, cet enregistrement, même moi, ça me fait progresser et ça me permet voilà, de gagner en clarté. Euh, euh, Ce qui m'est venu en t'écoutant tout à l'heure, c'est effectivement si jamais ça ne bouge pas ou si jamais ça bouge dans la mauvaise direction, et je crois que c'est intéressant qu'on se penche dessus parce que c'est les deux cas qui, a priori, nous embêtent en tant qu'accompagnants. Et plus on est préparé, tu parlais de cadre, je sais pas, dans la formation, peut-être, je ne sais même pas exactement où tu t'es formé, parfois, c'est intéressant à savoir ou pas. Et puis, je crois que tu as fait pas mal de formations. Donc, peut-être que la liste serait trop longue. Vous irez voir le site de Véronique, si vous êtes curieux. À vous qui veuillez nous dire. Mais en tout cas, et c'est un truc sur lequel je bosse beaucoup depuis que je suis formateur. J'interviens pour Génération Formation à Montpellier. À former des gens à l'hypnose et à l'hypnothérapie, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de cadre. Et tu l'as dit, notre pratique, elle n'est pas réglementée. Et alors que moi, j'estime être quand même pas mal un bosseur, je me suis formé dans pas mal d'écoles, etc. Euh, on m'a jamais donné de cadre, en tout cas en tant qu'apprenant. Donc j'ai fini par construire un peu de briques et de broc mon propre cadre. Et maintenant que je me retrouve en position d'enseigner la pratique, je me rends compte du manque en fait et de cette fébrilité ou fragilité des fondations, justement de ne pas être au clair. Et donc ce cadre où on a une bonne vision de, bon, si ça va dans la bonne direction, pas de sujet, on avance, on est content, ce qu'après on est comme il faut. Si jamais ça ne marche pas ou si jamais ça crée des changements négatifs, c'est qu'a priori notre action est soit pas la bonne, soit trop rapide. Tu disais, je trouvais que c'était très juste quand tu as parlé de ça. Je pense dans les situations de trauma, ça vaut le coup de se former à la traumatologie, je pense. C'est un truc que j'ai fait qui m'a quand même vachement rassuré d'être préparé en cas de... Parce que c'est tout à fait possible que nos clients le sachent ou ne le sachent pas, mais qu'ils aient vécu des traumas et que les traumas soient d'ordre de nature, en tout cas, à rigidifier le système, parce que c'est tellement sensible et tellement menaçant que bah, les systèmes de protection sont très forts. Et quand tu commences à aller dans cette direction, peut-être parfois un peu trop rapidement, comme tu le disais, bah, du coup, ça peut créer des réactions désagréables, voire très inconfortables. Euh, on voit bien la systémique, en tout cas interne, à savoir, il y a une partie de moi qui veut avancer, qui veut aller mieux, mais une partie de moi qui souffre et qui protège, et probablement que on ne peut pas être réconciliation des parties, arriver à les accueillir, à les valoriser, à justement sortir de la lutte interne pour les aider à mieux fonctionner ensemble, euh, peut nous donner une piste de sortie. Euh, et je me perds un peu dans le fil que j'avais, donc je sais pas trop, mais Non, non, j'entends. effectivement, en tout cas, Mais tu sais, la négo des explorer parties, si c'est plus une systémie interne qui bloque qu'une systémie externe. Et je voulais juste rebondir sur un enfant qui a de l'énurésie. Euh, je pense qu'un danger, par exemple, surtout pour un enfant, ce sera embêtant, parce que c'est quand même un moment important de la vie où on se construit, euh, à faire une ou plus ou trop de séances d'hypnose, de travail intrapsychique quand le symptôme est en fait celui du système, pourrait donner l'impression à la personne, l'enfant, l'ado, l'adulte, ça peut arriver aussi, que c'est vraiment lui qui a un problème, c'est avec lui qu'on travaille. Alors que finalement, il y a même d'ailleurs des approches systémiques où on travaille sur le système, on travaille avec la personne qui souffre de la situation, un enfant qui fait pipi au lit, si sa maman lui change les draps et que ça lui donne de l'amour de sa maman, peut-être qu'il n'en souffre pas tant que ça et que c'est plutôt la maman ou le papa, peu importe, qui en souffre. Euh, voilà, donc je me suis un peu perdu, je te laisse rebondir. Je pense que il y a, tu vas trouver de la clarté là-dedans. j'ai eu beaucoup, beaucoup d'infos. Euh,
la négo des parties, c'est de la systémie individuelle, hein. C'est comme la thérapie de couple, hein. Tu as deux parties qui sont en conflit et il faut trouver leur objectif commun, leur accord commun et leur permettre d'avancer l'une vers l'autre pour aller ensemble dans la même direction. Donc tout ça c'est systémique. Et alors pour rebondir par rapport au sujet des enfants, alors attends, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos. Euh, comment dire? Moi, un enfant, j'accompagne les enfants, j'accompagne surtout les parents des enfants. C'est-à-dire que quand j'ai un enfant qui vient, s'il a en dessous de 14, 15 ans et qu'il n'est pas spécialement demandeur, ou même s'il est demandeur, je reçois toujours avec la famille. Et très souvent, on balaye le truc. En fait, parfois, tu sais, les gens, ils sont dans un truc et le problème, il change pas, il change pas, il change pas. En systémie, on dit plus ça change, plus c'est la même chose parce qu'on renforce le problème. Et ça change pas, et ça change pas, et ça change pas, et ça change pas. Et en fait, tu dis juste, OK, et en fait, vous êtes en train de vous raconter qu'il y a un problème, mais il n'y a pas de problème. Et là, le problème, il se règle. Tu sais, juste arrêtez de toucher, faites plus rien, et on lâche prise. Et là, tu arrives sur un réel lâcher prise, quoi. Tu as vu plein d'hypnos, t'as vu plein de kinésiologues, tu as vu plein de psychologues, tu as vu plein de monde pour ton enfant, tu le trimbales partout et ton enfant, il va pas bien. L'emmène plus nulle part. Reste à la maison avec lui. Et là, bizarrement, l'enfant va mieux. Donc tout ça, il y a plein de choses en fait qui peuvent entrer en jeu. Et souvent, ce que je demande aux enfants, c'est déjà eux comment ils vont, comment ils perçoivent les choses, est-ce que c'est un problème pour eux? Et je leur demande, et à part pour toi, pour qui tu penses que c'est un problème à la maison? Et les enfants, ils t'amènent un milliard d'informations. Ils osent pas trop, mais tu vois qu'ils vont regarder maman, ou qu'ils vont regarder papa, ou qu'ils vont pas. Enfin, tu vois leur gestuelle, tu vois vraiment tout ce qui se passe avec une vision de groupe, en fait. Tu regardes tout le système et tu dis, il y a des choses qui se passent. Euh, ou alors, tu as une famille et puis tu as tout le monde qui parle, mais tu as un enfant qui parle jamais, qui dit jamais rien. Puis à un moment, tu te rends compte que tu as beau travailler avec la famille, ça bouge pas. Et tu dis, OK, bon, bah, maintenant, j'aimerais bien entendre lui, là, parce que lui, il parle pas, mais peut-être qu'il a quelque chose d'intéressant à dire. Et c'est cette personne-là qui va t'amener un changement. Donc, en fait, le changement, il peut être partout. Et souvent, je demande aux enfants, du coup, euh, est-ce que tu penses que si maman allait mieux, par exemple, toi, t'arrêterais de faire pipi au lit? Ben oui, je pense. Je lui dis, OK, bah, ce que je te propose, c'est qu'on va faire une séance avec maman. Toi, tu n'as plus de problème. Maman va prendre en main cette chose-là. Donc évidemment, la maman, elle est en accord et tout ça, on en parle tous ensemble. Mais la maman, elle est en accord. Et puis, quand elle revient la fois d'après, elle me dit, bah, c'est bon, c'est fini, quoi. C'est fini parce que l'enfant, il voulait juste envoyer quelque chose et il voulait qu'un adulte prenne en main peu importe quoi. Ça pouvait être un problème de confiance. Nous, on l'a vécu avec ma fille. Je crois que je t'avais déjà raconté, mais on a vécu avec ma fille des moments où elle faisait plus ses nuits et c'était incompréhensible. Pourquoi ma fille fait plus ses nuits alors qu'elle dort très bien? Et en fait, je ne savais même pas que j'étais en conflit avec Chris ou qu'on avait un désaccord. Mais comme j'aime pas trop le conflit, Chris non plus, on n'en parle pas trop. Et puis, elle fait pas ses nuits, donc ça nous pousse à bout. On est tendu, tendu, tendu. Et un soir, on s'engueule et le lendemain, elle redort. En fait, elle perçoit quelque chose dans l'environnement et elle pousse le truc jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus et que tout nous énerve et qu'on se pète un plomb dessus, quoi. Et là, elle redort. Alors qu'elle n'était pas présente au moment où on s'est engueulé, donc elle a juste, elle, capté que c'est pas cool à la maison et puis ah, ça y est, c'est recool à la maison, quoi. Comment elle sait ça? Et les enfants, ça fonctionne énormément comme ça. Ils sont hyper intuitifs, ils sont hyper branchés c'est des êtres émotionnels, donc eux, dès qu'il y a une émotion qui va pas ou un truc qui fonctionne pas à la maison, ils le perçoivent. Alors que nous, on essaye de comprendre. Donc, tout ce qu'on cherche à faire avec l'hypnose, quand tu as des enfants, bah, ils te le mettent sous le nez, en fait, hein. C'est plus complexe, je pense, s'il fallait creuser complètement ça et faire un podcast de 10 heures, mais mais il y a de l'idée. C'est génial et je sais pas, peut-être qu'il y a une forme de, peut-être pas de malédiction du savoir, mais effectivement, on sent que dans ton travail, tu as intégré beaucoup de grilles de lecture et du coup, ben, c'est un peu comme des langues que tu maîtrises, tu sais plus trop bah, comment tu les sais quelque part. Euh, quand tu parlais de d'arrêter les tentatives de solution, tu as entouré un champ thérapeutique de thérapie stratégique en fait, de 180 degrés, Emmanuel Piquet.
qui est hyper intéressant aussi, qui est pas dans l'hypnose, qui est vraiment dans la thérapie stratégique, c'est-à-dire effectivement comprendre comment se structure le problème et proposer des interventions qui le déstructurent, quitte à ce que ce soit des interventions paradoxales. Effectivement, je sais pas, une maman qui veut absolument que son enfant travaille plus à l'école et qui du coup pousse, 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 et plus elle pousse, bah, moins l'enfant travaille, un peu comme le fameux veau d'Erickson dont le père n'arrivait pas à le faire rentrer. Et donc, si tu arrêtes de pousser, ben, souvent ça débloque. Ce serait évidemment complètement abusif de dire que ça marche tout le temps ou que ça suffit tout le temps. Parfois, ça fait des miracles et parfois, ça permet de favoriser une mise en mouvement du système. C'est un truc que Mhm. tu as étudié aussi, la Ah, c'est thérapie ça, en fait, c'est stratégique. vrai. Alors, un peu dans des lectures, en fait, j'ai énormément lu. Après, tu sais, j'ai commencé en fait avec la PNL, moi. Donc, la PNL, comme c'est un outil qui modélise plein de courants, j'ai vu PNL, ça a modélisé l'hypnose, donc je me suis formée à l'hypnose, ça a modélisé la systémie, je me suis formée à la systémie, et puis après, ça a modélisé Batson, Julie Batson. Enfin, tu vois, après, je suis allée lire les trucs parce que je voulais. En fait, je trouvais que la PNL était un outil tellement incroyable que je voulais le comprendre jusqu'au cœur du truc, quoi. Donc, je suis allée chercher un peu plus loin. Et j'ai été formée par. Alors, tu me demandais tout à l'heure, j'ai été formée donc, chez Psynaps, mais j'ai été formée notamment, je pense, par un formateur qui m'a marqué, qui est Thierry Cabrita, dont je parle assez souvent dans mes publications. Euh, et qui, je pense, lui, a une vision très systémique. Euh, j'ai été formée avec lui bah, en systémie, justement et en PNL un peu. Et toutes ces clés en fait de grille de lecture, cadre fort, position basse, suivre et guider, enfin toutes ces choses-là en fait, j'ai l'impression de les avoir appris auprès de lui quoi, parce qu'il avait un cadre suffisamment fort. Et je pense que plus toi t'es solide dans ton cadre, plus ce que tu amènes à l'autre est clair, et plus du coup l'autre il peut prendre ça et l'utiliser comme il veut. Parce que aujourd'hui, tu vois, tu me vois pratiquer, tu vois Thierry Cabrita pratiquer, je pense qu'on ne pratique pas de la même manière. Mais tout ce qu'il m'a donné, j'ai su exactement à quoi ça correspondait, j'ai su le prendre. C'était très clair, c'était très simple, c'était très évident. Et du coup, c'est facile à retranscrire. Et sur les ateliers, quand je le communique à des personnes sur des ateliers ou sur des stages, les gens me font le même témoignage. Ils me disent, ah bah maintenant, toutes les choses sont beaucoup plus claires, mais quand je les vois pratiquer, ils ne pratiquent pas comme moi. Mais c'est plus clair. Génial. Si Pareil, c'est un peu intuitif, hein, c'est pas plus préparé que ça. À la lumière de ton parcours, de tout ce que tu as engrangé, de toutes tes expériences, tes formations, euh, je sais pas trop qui écoutera cet enregistrement, mais euh, si jamais tu avais, je sais pas, un ou quelques conseils à donner à une personne, soit qui débute dans la pratique de l'hypnose, soit qui souhaiterait améliorer, ça va être trop vaste comme question, mais oui, imaginons quelqu'un qui soit un peu jeune dans sa pratique avec le recul, qu'est-ce qui t'a fait gagner du temps? Euh, voilà, je te laisse Alors, ce qui la m'a fait parole. gagner du temps. Je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes et trouver des mentors solides. Euh, pour modéliser en fait. Je pense que modéliser les personnes et j'ai quelques mentors que j'ai modélisés en tout cas qui m'ont énormément inspiré et qui m'ont énormément appris. Je pense que ça parlera aux personnes qui nous écoutent si elles te rejoignent par les réseaux qu'on a un peu en commun, mais je pense à Laurent Bertin qui est une pépite, hein, qui a plein d'infos et qui est très clair dans ce qu'il pratique, dans ce qu'il explique, c'est très clair. Je pense à Antoine Garnier, je pense à Jordan Véro. Et je pense du coup à des personnes comme ça, je pense à Thierry Cabrita du coup. Et donc je me suis entourée enfin je me suis entourée, j'ai suivi et j'ai observé des personnes comme ça en me disant, quand les personnes elles me disent quelque chose qui est clair, je prends. Quand les personnes elles me disent quelque chose et que ça me semble un peu complexe ou compliqué, quand c'est trop compliqué, ça m'intéresse même pas en fait. Parce que quand c'est trop compliqué, c'est un peu de, je veux étaler mon savoir, je veux me montrer en sachant, etc. Alors qu'en fait, il y a presque rien à savoir. Enfin, tu vois, il y a juste à être là et j'ai l'impression qu'il y a juste à être là, être clair et être simple. Et que, en fait, ça suffit et que les gens, ils ont besoin de simplifier leur situation. Donc, en fait, il faut être capable de. Là, je vais arriver du coup sur le Sedona, le stage dont je te parlais, la méthode. Je disais au début que c'est une méthode que j'ai développée, mais en fait, non, c'est une méthode que j'ai apprise de quelqu'un et que je Ok, repartage aujourd'hui. Je ne l'ai pas développée, quoi. Après, je la transmets pas de la même manière parce que bah, quand j'apprends quelque chose, je prends que ce qui m'intéresse et après, j'en fais autre chose. Mais c'est pas une méthode qui vient de moi. Je pense aussi que dans la thérapie brève, il n'y a rien à inventer et que tout a toujours été là, quelque part, et qu'après, les gens en font un peu à leur sauce. Je te disais tout ça pourquoi je pense que dans la posture du thérapeute, et là où j'arrive sur ces données, mais je sais plus trop comment je suis arrivée à ça, il est un peu tard.
Le accueillir, laisser être, laisser s'en aller, je pense qu'il faut vraiment apprendre à lâcher du lest, tu vois, simplifier les choses et être, du coup, nous, capables en tant que thérapeute d'accueillir la complexité. Donc, quand les gens ils viennent avec des histoires compliquées, ok, j'accueille. Donc, j'écoute, je laisse les gens poser les choses et j'accepte l'idée que c'est compliqué. Et ensuite, je laisse le truc compliqué être ce que c'est et je lui permets après de devenir simple. Et donc, Sedona, c'est vraiment les 3 étapes, accueillir, laisser être, laisser s'en aller, que je répète en boucle sur plein de process. Et c'est le reflet de la posture du thérapeute, en fait. Je dois pouvoir accueillir l'émotion de mes clients. Si je suis capable d'accueillir l'émotion de mes clients, déjà, eux, ils peuvent la déposer. Ensuite, si on peut la laisser être ce qu'elle est, sans la juger, alors ils peuvent commencer à la regarder un peu autrement que comme ils la regardaient avant, avec toute la culpabilité, tout le jugement, tout ça. Et ensuite, je laisse s'en aller. Laisser s'en aller, ça veut dire permettre d'évoluer, de passer à autre chose. Donc, ce truc-là part pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. Et on peut boucler avec ça à l'infini, mais cette posture-là, elle permet d'être simple, en fait, dans sa pratique, quoi. D'être, Et je pense que du coup, pour un jeune praticien, ce qui est important, c'est la supervision, la covision, l'entourage, peu importe quoi, mais c'est en tout cas de travailler sa posture parce que plus on est capable d'accueillir, plus on peut accompagner de gens et plus quand on accompagne des gens, on ne se sent pas soi-même complètement remué à chaque fois qu'on fait une séance qui est un peu costaud. Et développer sa capacité d'accueil, c'est travailler sur soi. C'est-à-dire si je reçois quelqu'un qui a un problème de viol et que ça me remue trop, c'est parce que je ne peux pas accueillir ça, parce que ça fait résonner un truc en moi qui est trop violent. Donc si je nettoie cette chose-là et que je la travaille et que je l'apaise et que je permets à cette chose-là d'évoluer, la prochaine personne que je reçois qui a été violée, ok, j'accueille, je suis capable d'entendre ça. Parce que ce que ça faisait remuer en moi, je l'ai apaisé. Donc je suis capable maintenant de faire apaiser ces choses-là pour d'autres personnes. Waouh, à nouveau, un peu la pensée en arborescence, ça m'a évoqué plein de choses. Euh, Là, je suis en train d'écrire mon livre, justement, parce qu'en fait, en rédigeant les supports de cours de formation, enfin, j'ai quelque part du contenu qui, sans réinventer l'eau tiède, voilà, qui est en tout cas la traduction, je dirais, de mon travail. Et euh, c'est quoi, c'est la simplicité, l'élégance des rois? Non, c'est la politesse et l'élégance des rois, mais je fais une espèce d'analogie, l'impression que, euh, sauf peut-être avec des parcours de vie particuliers, je sais pas, euh, c'est comme si, avec 10 ans ou 15 ans de recul, on peut s'autoriser à être simple parce que justement, on a digéré plein de grilles de lecture. En tout cas, il y a cette espèce de grand écart entre le travail, l'exploration de la complexité, l'acquisition de la compétence, euh, qui ensuite se simplifie. Après, on peut commencer simple dès le début aussi. Euh, Ne serait-ce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un courant aujourd'hui dans le monde de l'hypnose qui nous pousse à bien faire de l'hypnose, à plus faire de l'hypnose que de la psychothérapie, surtout si on n'est pas psychothérapeute, ou de la thérapie si je ne veux pas utiliser de mots qui me mettraient dans une situation à la limite de la légalité. Euh, S'entraîner à pouvoir développer, aider nos clients à développer de bons états d'hypnose et faire confiance au système inconscient, à la résilience spontanée, quitte après, dans un second temps, avoir des stratégies, je dirais, de stimulation pour aider quand le système, bah, il ne l'a pas fait tout seul. Parfois, il y arrive, c'est merveilleux. Parfois, les gens, ils changent avant même de faire leur séance, hein, comme quand tu prends rendez-vous chez le médecin et puis ça active le truc. Parfois, dans la séance ou au début ou dans la séance dans l'hypnose, il y a toutes les réponses qui viennent. C'est très merveilleux quand ça arrive. Moi, dans ma pratique, ça reste quand même pardon, un truc assez rare. Et effectivement, en tout cas, le fait de devoir concevoir ce support de cours, de devoir enseigner des techniques et des stratégies, j'ai gagné en clarté et en limpidité dans ma pratique de cabinet. Mais alors, c'est un peu paradoxal, mais c'est-à-dire si vous voulez progresser, faut enseigner, quoi, d'une certaine manière. En tout cas, moi, j'ai bien plus progressé là, j'ai l'impression, les 3 dernières années que dans les 10 précédentes. Euh, je te rejoins à fond sur la supervision. Moi, je pense qu'au début de ma pratique, je vais souffrir d'un petit syndrome de toute puissance qui a dû me faire croire que j'en avais pas besoin. Je constate avec le recul le temps que j'ai perdu, et peut-être d'ailleurs que j'ai aussi été un peu des bâtons dans les roues de certains clients, justement, à pas être assez clean, à pas assez me remettre en question, à pas avoir le recul suffisant sur ma pratique, voir là où j'ai peut-être parfois fait des erreurs ou pas bien accompagné. Euh, Sur le côté mentoring, il y a Bob Burns, dont j'ai traduit le bouquin,
un hypnothérapeute écossais. J'avais beaucoup aimé la formation qu'il avait faite à Paris et son bouquin, ses bouquins. Au départ, je me suis dit, tiens, je vais en extraire des bouts pour mes stagiaires. Puis en fait, je sais pas, pareil, je me suis lancé. Allez, vas-y, je traduis le truc. Je vais le faire rapide. Bon, non, ça prend du temps. Mais ça y est, c'est bientôt sur le point d'être édité. Et lui, il a une proposition de mentorat qui est assez chouette, je trouve, et qu'on retrouve assez peu. En tout cas, j'ai jamais vu ça ailleurs. Il propose que les personnes qui souhaitent se former auprès de lui, bah, surtout viennent le voir en cabinet. Parce que il y a beaucoup. Alors, les personnes que tu nommais, je partage ton admiration et en tout cas euh, la pertinence de leur enseignement, et de la manière avec laquelle ils incarnent aussi ce qu'ils transmettent. Évidemment, il y a plein de choses qu'on peut apprendre dans des formations. Euh, En tout cas, ça m'a un peu fait tilt ce côté. Bah, souvent en formation, tu travailles avec des stagiaires, quoi. Enfin, tu fais des démos avec des stagiaires. Et du coup, c'est beaucoup. Bah, tu racontes parfois des cas, mais finalement, les cas que tu racontes, c'est la perception que tu as du cas. Si tu es un peu honnête, et je crois quand tu es un formateur, un bon formateur dans le sens aussi authentique, c'est sympa et important de pouvoir témoigner des moments où ça marche moins bien. Et en tout cas, voilà, je j'ai pas eu l'occasion encore de faire ça avec Bob, mais d'aller dans son cabinet, de voir quand il reçoit un client qu'il n'a jamais vu, une personne qui n'a jamais fait d'hypnose, comment il gère quand il y a une difficulté. Idéalement, mais, enfin, à organiser, c'est quand même pas simple, mais vous pouvez suivre sur plusieurs séances, voir justement quand ça marche bien, mais les fois où il y a des échecs, comment il rebondit. Voilà, dans son bouquin et dans la traduction, du coup, il y a plein d'infos. Mais en tout cas, voilà, aller euh, se nourrir à la source, je dirais. Euh, Me paraît une super chouette idée. Après, L'impression que j'avais. pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à peut-être que tu as perdu du temps au début ou que tu as fait des choses qui étaient un peu dommageables pour des clients. Enfin, je t'ai pas dit dommageable, mais je suis pas. Je pense que, et tu parlais aussi d'honnêteté, et je pense que c'est hyper important. On a un contrat d'honnêteté avec nos clients, en fait, aussi. Et si tu es honnête avec toi-même, tu es forcément honnête avec l'autre. Et en étant honnête avec toi-même, déjà, on est humain, on peut se tromper et nos clients peuvent l'entendre. En fait, limite, moi, les hypnos qui ont foiré et j'ai récupéré les clients des hypnos qui ont foiré ont été les clients avec qui ça a été le plus facile parce que ça a fait gagner du temps. Donc, en fait, tu as peut-être fait gagner du temps à un autre praticien. En fait, tu sais, après, si tu regardes une vision plus systémique de tout ça, de l'accompagnement du monde, après, je suis quelqu'un de profondément optimiste, de profondément, sans être complètement bisounours, hein, mais je pense que tout est à sa place et tout est parfait dans un plus grand plan. Et, euh, et je me dis qu'en fait, on fait pas d'erreur. Le côté pas d'erreur que du feedback. Et tu vois, tu as dit plusieurs choses hein, qui me sont venues, mais tous les présupposés de la PNL et de l'hypnose, je les ai intégrés tout de suite. C'est-à-dire que pour moi, c'est une ligne de conduite et d'application et du quotidien. En fait, c'est un art de vivre. Et donc, du coup, pas d'erreur que du feedback. OK, alors ça m'arrive de me planter aussi, ça m'arrive de me taper dessus, etc. Mais je pense que en réalité, si tu es capable de recevoir la leçon de l'erreur que tu fais et de la reconnaître, alors c'est jamais une erreur, tu vois. Et non seulement tu apprends, et si tu as l'humilité en plus de partager ton apprentissage avec l'autre, et ben, tu lui apprends aussi quelque chose. Et moi, ça m'est arrivé avec des clients de pas y arriver, et puis à un moment leur dire, OK, bah, en fait, là, je constate qu'il se passe ça, et bah, peut-être que c'est moi. Et puis j'ai des petites clés du coup et des petites choses un peu toutes faites, du genre, si je fais une séance et qu'au bout d'une demi-heure, je vois qu'on va nulle part et que je pédale dans la semoule, je dis OK, là, on va arrêter parce que clairement, on va nulle part. On va reprendre depuis le début. Pourquoi vous êtes là? Et en fait, je fais comme si j'avais jamais vu la personne et je repars vraiment à zéro. Et donc, ça fait un espèce de reboot et tu sais, limite, ça fait lâcher prise tout le monde parce qu'on est en train de s'encrouter dans un truc et le lâcher prise permet des évolutions incroyables. C'est ce qu'on fait avec l'hypnose en permanence. Mais du coup, le lâcher prise sur là, je suis en train de partir dans un truc, je sais même pas dans quoi je vais. Vas-y, stop. Et quand tu disais peut-être qu'on apprend à faire simple en commençant à enseigner parce qu'on clarifie un peu ce qu'on fait, c'est peut-être comme ça que ça s'est passé pour toi. Moi, je pense que j'ai toujours fait simple parce que je suis plutôt scolaire. Et donc, au début, j'ai énormément défendu les protocoles sur 1000 réseaux et 1000 réseaux d'hypno. Pour moi, le protocole, ça a toujours été la base, c'est-à-dire qu'un protocole, c'est clair, et si ça fonctionne, bah, c'est bien en fait. Et donc, ça se suffit à soi. Et tant que je ne suis pas suffisamment à l'aise avec les protocoles, ça sert à rien de vouloir mettre du flow et du fluide, etc. J'ai eu quelques formateurs qui, pour être sympa ou pour ne pas l'être, ont fait des choses. Mais je me suis dit, voilà, pas d'erreur que du feedback. Donc, je prends les infos et après, je vois ce que j'en fais.
Mais je me rappelle sur une formation d'hypnose où j'avais accompagné quelqu'un sur une régression avec la ligne du temps, etc. Et puis du coup, j'avais fait le truc très scolaire et très protocolaire. Et la personne qui m'observait m'a fait du coup son feedback en me disant, bah, écoute, c'était bien, piste d'amélioration. Tu pourrais mettre un peu plus de mots et de flow et tu vois, tu pourrais mettre un peu plus de. Et là, le formateur est arrivé à ce moment-là et il a dit, attends, stop. Il a regardé le client, il a dit, ça a fonctionné, ça a donné le résultat voulu? Ouais. Il me dit à moi, comment tu t'es senti? Bah bien. Il dit, c'est tout, fin, pas de feedback. Et tu vois, il y a des personnes comme ça dans la vie qui m'ont envoyé des cadeaux hyper précieux où je me suis dit, ça, en fait, c'est la base, en fait. Euh, donc, faire simple, oui, je pense que clairement, il faut apprendre à faire simple. Se reposer sur ce qu'on sait, parce que si tu es clair avec ce que tu sais, que tu te reposes dessus, bah, la vie est quand même beaucoup plus facile, plutôt que de toujours vouloir inventer, créer, innover. Ça va venir tout seul. Si tu te reposes sur ce que tu sais, tes clients vont t'amener des nouveautés, tes rencontres vont t'amener des nouveautés, et puis à un moment donné, ta curiosité va t'amener des nouveautés, des lectures. Donc, il n'y a pas besoin de vouloir forcément être hyper original ou hyper la personne la plus incroyable du monde, quoi. Fais juste simplement ce que tu sais faire, et après, tu vas voir comment les choses, elles évoluent toutes seules, un petit pas à la fois, et ça fonctionne bien. C'est touchant et agréable de t'entendre en général et sur ce plan-là en particulier. À nouveau, comme j'ai traduit le bouquin de Bob, j'ai passé pas mal de temps et puis du coup on a pas mal échangé ensemble aussi. Et lui, il a une vision. Alors, il parle pas forcément des protocoles, il est encore pire. Il parle de script. Et en fait, il était Bien, les commercial et scripts, puis c'est un protocole, directeur hein. Le commercial. script, c'est un protocole, hein. Bah, Tu as un oui, le cheminement, script, tu fais un nettoyage de voilà. printemps, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est Sauf pareil, que en fait. le script va jusqu'aux formulations. Le protocole, il te donne Ouais. les étapes, et le script te donne carrément les formulations finales, entre guillemets. Et du coup, il a cette histoire qui est assez marrante. Il dit qu'il du coup, il était lui plutôt du bagou, de l'aisance. Il parlait bien et donc il était un bon commercial. Et il y avait un type qui était bien meilleur que lui dans l'entreprise. Du coup, il va le voir. En plus, il le trouvait humainement et en termes d'élocution, d'éloquence, pardon, d'élocution, pas les deux, bah, il était moins bon, quoi. Je dis, mais comment tu fais? Il fait, bah, j'ai des scripts. Et du coup, il a commencé à pratiquer avec des scripts et ses performances se sont décuplées. Et alors, bon, nous, en France, ça dépend des gens, mais cette vision commerce, mercantile, peut moins bien résonner avec la notion de thérapie. Après, d'une certaine manière, on vend du changement, hein. On vend du changement au client, à son conscient. Il faut qu'il adhère aussi à l'approche. Et on vend du changement à l'inconscient. Il faut que l'inconscient, il adhère à notre approche. Et il a cette phrase, il dit, parce que vous êtes professionnel, vous êtes scripté. Et effectivement, depuis que j'ai intégré ça, j'ai beaucoup travaillé, notamment ma consultation initiale, ma consultation de suivi, en tout cas le début, et j'ai aussi travaillé une consultation de clôture. L'idée étant que, en ayant travaillé, déjà, je me suis amélioré, parce qu'en posant sur le papier, ça ralentit la pensée. Euh, Ça s'est aussi construit par la répétition. Comme on en fait beaucoup des séances, bah, du coup, on teste, on affine. Je suis pas parti de rien, hein. Je suis parti de ce qu'on m'avait enseigné, de ce que j'ai fini par mettre en place par la force de la pratique. Et je te rejoins à 200%. euh, Parce qu'au départ, moi, comme mon cerveau, il fonctionne assez vite, j'ai pu assez rapidement aller vers une espèce de flow et d'intuition ou d'espèce d'élégance, tu vois, un peu à la Kevin Finel, un truc très poétique. Mais souvent, les gens enseignent l'hypnose dans les écoles à la Erickson, mais à la Erickson de la fin de sa vie. Ericsson, c'est un génie incroyable, un bosseur, mais je crois que j'ai jamais imaginé ou rencontré quelqu'un qui soit aussi bosseur que lui. Et donc, tu veux faire du piano et tu essayes d'apprendre à faire du Mozart comme Mozart quand il était au sommet de son art. Non, tu commences par faire tes gammes en fait. Et souvent, les gammes, ça suffit. Ça fait un truc musical, tu fais un truc un peu bateau. Et effectivement, euh, par des boucles comme ça, euh, en travaillant, moi j'ai une grande croyance dans l'écrit, le fait de ralentir, et après, ça donne une confiance vraiment très importante. Cette confiance, et elle peut être dans le protocole. Tu dis, si toi, tu maîtrises bien ton protocole, tu as confiance dans la personne qui te l'a transmis, tu as confiance dans l'outil. Du coup, ça donne confiance en toi. Et à vrai dire, j'ai l'impression avec le recul, je ne sais pas ce que tu en penses aujourd'hui, mais la technique est presque marginale par rapport à la confiance que tu as. Tu peux avoir une super technique si tu l'incarnes avec très peu de confiance, de la fébrilité qu'on sent que tu maîtrises pas, ça marchera pas. Tu peux avoir une technique pourrie si tu as vraiment confiance dans le fait que ça va marcher, ça a beaucoup plus de chances de fonctionner. Euh, et, et- et du coup, c'est vrai que ça remet un peu en cause ce côté très artistique, intuitif. Et naturellement, comme tu le dis, déjà, on se baigne jamais deux fois dans la même rivière.
Donc même si tu fais la même approche, la même séance, même avec la même personne, bah, la personne, normalement, elle a changé, elle a évolué. Et petit à petit, il y a des espaces de créativité, même pas petit à petit, il y a toujours des espaces de créativité. C'est vrai que récemment encore, à un moment, tu peux te faire déstabiliser en séance par un mot, par une émotion, par quelque chose qui se passe. Euh, et le fait d'avoir anticipé les différents scénarios et d'y avoir réfléchi, ça fait que les moments où tu es déstabilisé, en tout cas moi je le sens vraiment comme ça aujourd'hui, euh, il y a vachement de confort parce qu'en fait, j'ai au moins un ou deux ou trois trucs à faire si jamais je sais pas quoi faire, quoi. Ouais, Euh, exactement. et, et ça, à Moi, je nouveau, fais je toujours la reviens même sur la chose, hein. confiance de Je fond, quoi. pose toujours les mêmes questions et mes clients le savent, hein. D'ailleurs, des fois, ils me disent, bah, je sais, vous allez me demander ça. Ben, ok, admettons, tu vois. Mais je boucle. Que ce soit la négo, je pose les deux mêmes questions en boucle, encore et encore et encore et encore. Que ce soit Sedona. Et ce truc aussi de dire, fais simple et fais seulement ce que tu sais faire. Je faisais que de la réempreinte émotionnelle quand j'ai commencé. Je faisais que ça, en fait. Et puis finalement, j'ai commencé à faire que de la négo. Et puis finalement, j'ai commencé à faire que de l'enfant intérieur. Finalement, maintenant, je fais que du Sedona. Là, ça va faire des mois, je fais plus que du Sedona. Mais en réalité, je fais que ça parce que c'est le truc qui me semble le plus simple, etc. Mais si je prends Sedona, l'enfant intérieur, la négo, la réempreinte, c'est la même chose. C'est des manières différentes de le faire, mais c'est la même chose. Tu prends le passé et le futur qui, quand tu réunis la négo, tu arrives à l'instant présent pour revivre l'instant présent. Tu prends la négo pour dire en quoi c'est important pour résoudre. Tu prends un couple, tu prends. En fait, tout est la même chose. Et donc, plus tu vas mettre de simplicité, plus tu vas permettre aux gens de s'approprier les choses que tu leur donnes et de les trouver simples et de les trouver, de les intégrer, en fait. L'objectif, pour moi, c'est à la fois d'accompagner l'autre à changer, mais aussi d'intégrer ce qui lui a permis de changer. Et les protocoles que je fais tout le temps, qui sont ceux sur lesquels je m'assieds et sur lesquels je m'appuie, c'est ceux qui m'ont fait des transformations intérieures à moi. La première fois que j'ai vécu une égo des parties, ça a changé toute ma vie. Je me suis dit, c'est possible de vivre ça. Ah bah vas-y, bah en fait, vous savez quoi, les gars? Moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Je sais pas ce que ça va faire pour vous, mais moi, un jour, j'ai vécu ça et ça m'a fait ça. Donc, je vous le propose. Et ça marche. Et puis, ça marche pas de la même manière. Et puis, tu fais encore et encore et encore. Et les scripts, c'est pareil. Les scripts, c'est du protocole. Si tu es vraiment bon, le script te suit, puisque en fait, ta présence, elle va avoir énormément d'impact sur ce que l'autre se raconte, ce qu'il fait. Moi, il y a des séances où je suis dans le silence complet avec les gens, on se parle presque pas, on se dit deux, trois mots et ça va, en fait. Et ça suffit à créer un changement parce que il fallait ça. Euh, et la première fois que j'ai fait un script, où je me suis dit, vas-y, il est un script, c'est parce que j'avais la gueule de bois, je suis arrivée en séance, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Franchement, les erreurs de jeunesse bien sympa. J'ai pris mon script de nettoyage de printemps, j'ai permis à la personne de s'asseoir, mais je suis dans l'accueil. Donc, tu as l'accueil qui fait que la personne, elle peut. Je juge pas, donc la personne, elle peut s'autoriser à. Et c'est là que, du coup, je te parlais de ces données tout à l'heure, c'est toute une question de posture. Et je permets à la personne d'avancer. Et elle peut avancer vers ce vers quoi elle veut, puisque quoi qu'il arrive, je serai là pour que, bah, si ça va, on ratifiera que ça va. Si ça va pas, c'est pas grave. On va réaccueillir et on va partir sur autre chose. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Moi, quand les clients arrivent, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Et, euh, et du coup, j'ai lu mon script et puis la personne, elle est repartie. Je me suis dit, bah laisse tomber, c'est foutu. Je vais jamais revoir cette personne. Je vais avoir un commentaire tout pourri et tout. Et la personne m'a recontacté des mois plus tard. Et c'est la première fois qu'on me faisait ça. Elle m'a recontacté des mois plus tard pour venir faire une séance. Et en arrivant, elle m'a dit, en fait, j'ai plus de problème. Je voulais juste vous revoir pour vous remercier, quoi. Ça m'est arrivé une fois. C'était la première fois. Et je me suis dit, donc tu viens payer pour juste me dire merci alors que je t'ai lu un script et que j'avais une gueule de bois. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me suis dit, bah, en fait, tu vois, finalement, on se donne des fois un grand rôle en tant que thérapeute. On va aider l'autre, on va lui permettre de. Alors qu'en fait, le secret, il n'est pas en nous, hein, il est en celui qui est en face de nous. Et tout ce qu'on a à faire, c'est à permettre ça d'exister. Et si on fait ça, bah, dans trois quarts des cas, on s'est enlevé une grosse épine du pied. Et les clients, quand ils viennent, quand je te dis j'ai les mêmes protocoles tout le temps, c'est que comme je fonctionne à base de protocoles, au début, quand je faisais que de la négo, j'attendais le moment où quand la personne elle me parle, j'entends une partie et une autre, que je puisse visualiser que là, il y a deux parties. Mais tant que j'avais pas ça, je savais même pas quoi faire. Donc en fait, j'étais en face de la personne et je l'écoutais. Et je suis pas, en tout cas, j'étais pas du tout auditive. Donc moi, ce que j'entendais, enfin, je voyais la personne en face de moi, et j'entendais blablabla, blablabla. En plus, les gens, quand ils me parlent de choses un peu complexes, ça s'enfume dans ma tête et je comprends rien, tu vois. Donc du coup, j'entendais blablabla, blablabla, et d'un coup, je voyais une main et une main. Et je disais, ok, stop, on va partir sur ça. Mais j'avais aucune idée de tout ce qui s'était dit pendant les 10 minutes avant où la personne elle m'en fumait en fait. Donc, juste s'asseoir sur ce qu'on connaît,
Et mes clients le savent, hein, je leur dis, hein, moi, de toute façon, quand vous parlez trop, j'entends plus, je comprends rien, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quel est le problème? Qu'est-ce que vous voulez? Et après, qu'est-ce qu'on peut tester? Tout le reste de l'histoire, c'est de l'histoire. C'est l'histoire que vous vous racontez tous les jours, que vous avez raconté à plein de praticiens avant moi, et c'est pas avec ça que vous allez changer, parce que sinon ça aurait déjà changé. Donc, moi, ce que j'attends, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez amener d'autre que cette histoire-là qui prend beaucoup de place? Et tu chasses un peu les trucs les uns après les autres. Ce qui est presque de la thérapie narrative, s'intéresser à Ouais. l'histoire, surtout pour voir les blancs de l'histoire et comment la réécrire. Une autre grille de lecture encore. Euh, Juste pour rebondir, et je suis très content de notre échange dans le sens où bah, voilà, on rebondit un peu comme ça d'une idée sur l'autre. On verra, j'espère que les gens qui nous écouteront, ouais, que ça leur sera utile et agréable à suivre aussi. Euh, En tout cas, je te retrouve, j'ai l'impression que on a souvent tendance à utiliser ce qui a bien marché pour nous. C'est logique, ça nous donne de la confiance en nous. Et on l'a dit, enfin moi je le répète encore, je crois que c'est la confiance en nous dans l'approche, l'outil et la personne en face. Ben, c'est ça la suggestion. Je suis persuadé que tu peux changer. C'est ça qui est suggestif. Après, tout le reste, c'est de l'habillage qui veut faire passer ce message-là. On peut avoir un super habillage, s'il n'y a pas la confiance, ben, il y a peu de chances que ça fonctionne. Euh, et effectivement, alors, bon, avec un peu de recul et comme on bosse et que du coup, bah, tu t'en as quand même nommé plusieurs. Alors, c'est vrai que on peut un peu tout faire rentrer dans une réconciliation des parties. Je préfère réconciliation que négo. Je sais que c'est le terme négo en PNL. Ouais. Je trouve que négociation, ça fait un peu business. Il y en a une qui gagne. Moi, ça fait longtemps que j'ai plutôt intégré l'angle de réconciliation parce que j'ai un peu l'impression que c'est plus J'appelle ça négo, cette parce que les gens énergie-là. connaissent, mais sur un Ouais. atelier, il y a justement un client qui a vécu le truc et qui m'a dit, waouh, j'ai pas vécu ça comme une négo, mais vraiment comme comme une réunion ou une réconciliation. Et effectivement, c'est ça le but, quoi. Je trouve que l'énergie émotionnelle derrière le mot réconciliation, est, pour moi en tout cas, plus porteuse, mais c'est du détail. D'autant que souvent, on ne va pas le nommer auprès de nos clients, C'est donc important. c'est pas très C'est important. important parce que je pense que tu vois, ce détail des mots change tout. Négo, réconciliation, tu changes déjà dans les... En fait, le poids des mots et l'importance des mots, je trouve que c'est élémentaire, en fait. Parfois, on a un problème qu'on n'y arrive pas à résoudre juste parce qu'on ne met pas le bon mot à la place de... Donc, merci de rappeler ça, mais oui, effectivement, réconciliation, c'est beaucoup plus juste. Sur les scripts, je crois que bah, t'en es la preuve vivante. On peut tout à fait lire un script et arriver à des résultats. Et on peut même parfois faire des séances pourries et que la personne change parce qu'elle elle avait juste besoin du prétexte ou du contexte. On a dit parfois les gens ils changent même avant la séance. Bien sûr, si on peut aligner cette force du prétexte et du contexte, c'est-à-dire l'énergie personnelle de résilience de la personne et nous, nos techniques, nos stratégies et que ben, les deux se nourrissent. À vrai dire, quand il n'y a pas besoin de ça, c'est génial parce que c'est très autonomisant. Ça arrive dans un certain nombre de cas, mais souvent, moi, c'est en tout cas un peu mon constat, les gens peuvent avoir besoin d'un peu de stimulation. Et bon, n'importe quelle stimulation a des chances déjà de faire bouger le système. Et si en plus, parce qu'on a pas mal bossé ou qu'on a un peu d'intelligence ou de bon sens ou parfois du bol aussi, il y a même parfois certaines de nos erreurs qui sont une bonne stimulation. Mais bon, plus la stimulation est ajustée à la personne, effectivement, ça te dit d'un côté de moi il y a ça, de l'autre il y a ça. Bon, c'est quand même pas très genius de te dire, tiens, je vais faire une réconciliation des parties. Il y a des chances que ça lui corresponde. Euh, donc, c'est dire que lire un script, ça peut même être, bah, la preuve, ça peut être très efficace. J'ai l'impression que c'est aussi beaucoup si c'est incarné. Tu vois, je l'ai jamais fait, mais je pourrais tout à fait. Maintenant, je suis de plus en plus transparent dans mes séances de dire un peu ce qui se passe. Euh, J'essaie d'être attentif au fait que si jamais je livre ce qui se passe en moi, c'est au service de mon client. C'est pas je livre mes états d'âme. De dire, bah, écoutez, là, vu ce que vous me dites, ou d'une séance sur l'autre, vu ce que vous m'avez dit à la séance précédente, ben, voilà, j'ai trouvé un texte ou j'ai travaillé un texte, j'ai envie de vous le lire, parce que lire un texte en le cachant, ça me paraît, tu vois, de créer une forme d'inauthenticité et de mensonge qui se perçoit. Euh, Au-delà de ça, moi j'ai l'impression que le travail des scripts, peut-être pour finir de boucler cette parenthèse, je sentais que ce soit ce qu'on est en train de faire, ça a plusieurs vertus dans le travail en amont. Souvent, on va se nourrir de scripts d'autres personnes. Il y a on est des nains sur les épaules des géants. Il y a des gens brillantissimes depuis des centaines, peut-être des milliers d'années qui travaillent là-dessus. Là. Je suis en train de bosser sur la partie histoire de mon livre. Et du coup, je suis en train de lire le bouquin sur l'histoire de l'hypnose. Et en fait, il y a même des scripts qu'on retrouve dans des stèles égyptiennes. Et tu as vraiment des scripts de fixation du regard et tout. Euh, euh, donc, analyse de scripts et conception de ces scripts pour qu'ils soient tellement intégrés que idéalement, tu n'as plus besoin de le lire. Et après, effectivement, toi, tu as la confiance en toi dans ce que tu fais et tu as cette confiance de fond dans l'autre, dans la vie, dans la capacité d'évolution, de résilience.
Et ça donne une tranquillité mentale, émotionnelle qui ouvre l'espace et la disponibilité, et des points de repère assez précis aussi pour voir, bah, tiens, là, à ce stade de ce que je propose, la plupart des gens, ils vont comme ça. Si ça va comme ça, très bien, mais si la personne, ça fait ça ou si ça fait ça, eh ben, de nouveau, je suis préparé pour y réagir. Euh, du coup, effectivement, c'est rigolo de se dire qu'après un certain nombre d'années où moi, je sais qu'en tout cas dans mes formations, on m'avait plutôt encouragé à être dans l'intuition et dans le flow. À nouveau, Bob Bain se dit, si du flow pas stratégique et pas préparé, en fait, tu te fais juste brasser, quoi. Mm, mm, mm. Et puis ça vient remuer des émotions chez toi, t'es pas forcément prêt. Mm. Et tout ça, ça bouscule. Mais je pense que, parce que tu parlais de script, je pense que je reviens sur le truc de la simplicité, la confiance, c'était ça, c'est ça sur quoi je voulais rebondir, c'était sur la notion de confiance. Il faut avoir confiance en l'autre et en soi. Et conseil pour les personnes qui se lancent ou pour les personnes qui rament, c'est vraiment développer cette confiance en soi, mais pas n'importe comment. Il faut que la confiance, elle soit authentique. Ça veut dire qu'il faut que tu aies confiance en toi parce que tu sais que ça fonctionne. Pas que j'ai confiance en moi parce que je me construis ça, parce que c'est important. Parce que si ta confiance en soi, elle est construite sur un faux self et que tu as une fausse confiance en toi pour donner, en fait, quand tu communiques, et surtout avec l'hypnose, quand tu communiques avec quelqu'un et que tu es en séance d'hypnose, c'est limite un inconscient et un inconscient qui se parlent pendant qu'une personne et une personne se parlent, hein. Mais les deux inconscients, ils se parlent. Donc, si toi, tu n'as pas confiance en toi, mais que tu dis à l'autre, avec toute la confiance que tu as apportée et que tu as structurée et construite, que tu sais ce qu'il va faire, etc., ça passera pas parce que le message qui est là et la petite voix qui est au-dessus de ta tête, elle parle directement au mec qui est en face de toi. Il sent en fait qu'il va capter. Et en plus, tu as vraiment ce truc avec l'hypnose. Toutes les personnes qui pensent qu'avec l'hypnose, on va perdre le contrôle sur soi parce qu'on va lâcher prise et on va du coup. En fait, tu as beaucoup plus de contrôle en hypnose puisque tu as beaucoup plus d'infos. Et les infos que tu as quand tu es en état d'hypnose, c'est les informations que l'autre ne te dit pas parce qu'elles sont complètement inconscientes. Elles sont subtiles en fait. Et donc, ce truc-là fait que si tu veux accompagner les gens et que ça fonctionne bien et que tu sois bien dans ton truc, dans ton art, en fait, c'est et confiance en toi mais pas pour de faux, et confiance en toi pour de vrai. Donc, travaille en thérapie tous les freins, tout ce qui t'empêche d'avoir confiance, tout ce qui te bloque, tout ce qui te freine, tout ce qui te fait peur. Et repose-toi du coup à nouveau sur ce que tu sais, parce que c'est ça qui te donne confiance. Ça, je le sais. Et tu peux te tromper, mais en tout cas, tu es posé sur quelque chose. Et c'est la vie qui te dira si tu te plantes ou pas. Euh, bah, là, on est encore sur les principaux de l'hypnose. Faites ce qui fonctionne. Fais ce qui fonctionne. Ça fonctionne. Un script, ça fonctionne. Lis ton script tous les jours. Une négo, ça fonctionne. Fais de la négo. Tu sais pas comment faire de la négo. Tu sais qu'il faut une partie, une autre partie. Demande à ton client de te ramener deux parties. Dis-lui, bah, formulez-moi le problème en me disant, il y a une partie de moi qui, une partie de moi qui. Il va te formuler le problème comme ça et tu bosses avec ça. Et en fait, tu peux te simplifier la vie en remettant la responsabilité de l'autre à l'autre, en reprenant la tienne. Et toi, ta responsabilité, c'est ta confiance, ce que tu sais et ton authenticité et ton contrat de vérité bah, avec toi, avec l'autre, etc. Mais à partir du moment où tu fais ce qui fonctionne, tu observes les gens, tu écoutes les gens, tu entends parler, que ce soit sur des podcasts ou que ce soit sur des livres ou des choses comme ça. Tiens, j'ai entendu parler d'une méthode, bah, je vais la tester pour voir. Et au début, quand je testais des choses, je le disais à mes clients, je disais, j'ai entendu parler de quelque chose, je me dis que ça pourrait être approprié, on peut essayer, si ça ne marche pas, on fera autre chose. Alors en général, ils sont partants. Et en général, ça se passe bien, puisque du coup, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, parce que c'est quelque chose qui fonctionne. Et j'ai testé des trucs comme la lecture monosyllabique, je crois que c'est Jacques Martel qui propose ça. Enfin, tu demandes à un client, alors moi je l'avais proposé comme ça, j'avais demandé à une cliente qui buvait d'écrire une lettre à la partie d'elle qui était alcoolique, mais donc elle a écrit une lettre directement à la bouteille, et elle a lu la lettre en lecture monosyllabique, et elle a arrêté de boire parce qu'en fait, ça a décroché l'émotion des faits. En fait, elle a posé le truc avec toutes ses émotions, et elle l'a lu comme un robot, et ça a décroché quelque chose, et je me suis dit, waouh! Et donc, je l'ai refait avec d'autres personnes pour d'autres sujets de confiance en soi, des gens qui se tapent dessus, qui se disent, ah, mais moi, je suis trop nulle, je suis ceci. Ok, écris-toi une lettre à toi-même, et ça fonctionne. Donc, comme ça fonctionne, c'est un truc que je me suis dit, ça, dans ma boîte à tous les outils du monde qui fonctionnent. Ça fonctionne. Bah, un jour, je suis avec quelqu'un et je me dis, tiens, c'est marrant, je me rappelle de ça. Bah, on va le proposer. Par contre, je le dis, et ça, c'est vraiment sur le contrat de vérité et d'authenticité avec le client. Moi, à chaque fois que j'ai proposé quelque chose que j'avais jamais testé ou qui venait de quelqu'un d'autre, j'ai dit, je proposais quelque chose. Et mes premières séances, je disais, je démarre, j'ai quelque chose à vous proposer pour les phobies, on peut essayer ça. J'ai deux, trois trucs en tête, on peut essayer et puis on va voir ce qui se passe. Bah, du coup, les gens, ils sont là et eux, ils te font le feedback dont tu as besoin.
Si tu es capable d'accueillir, donc on revient sur l'accueil, tu es capable d'accueillir le feedback, d'en tirer des conclusions et de proposer un rebondissement et une suite logique et cohérente avec ce qui vient de se passer, il n'y a aucune raison que tu te retrouves toujours bloqué. Et du coup, tu contrôles les résistances et tu apprends à déverrouiller les choses et débloquer les situations. Génial, j'ai l'impression on se rapproche d'un momentum un peu de finish. Ça m'évoque deux idées. Ça vaut le coup aussi de bosser. Moi, je sais que j'ai animé plein d'ateliers, notamment sur des thématiques, et le fait de réfléchir des thématiques spécifiques, ça permet d'avoir des points de repère aussi. Par exemple, j'en ai fait beaucoup sur la confiance en soi, l'estime de soi, c'est souvent un peu confondu. Et du coup, j'ai une définition de la confiance en soi qui est hyper claire. Pour moi, la confiance en soi, c'est un sentiment de sécurité qui est lié à nos compétences. Et il y a une source de sécurité par rapport à nos compétences, il y a toutes celles qu'on a déjà, et il y a le fait qu'on a la capacité d'apprendre. C'est-à-dire, si tu sais pas piloter un avion et t'as pas confiance en toi pour piloter un avion, c'est normal. Tant mieux. C'est ça, plutôt mieux. Par contre, si c'est vraiment important pour toi, tu peux prendre des cours de pilotage et tu peux développer la confiance pour le faire. Et donc, en se rappelant toutes les compétences qu'on a, parce que toi, moi et tous les gens qui nous écoutent et tous nos clients, ils ont une quantité de compétences qui leur paraît, comment dire, banales, mais qui sont extraordinaires, de communication, de gestion émotionnelle, etc., euh, qui méritent d'être mises en valeur parce que, du coup, ça permet de. Souvent, les gens sont durs avec eux-mêmes. Hein. Ah, putain, je sais pas faire. Tu regardes des gens qui ont 10, 20, 30 années d'expérience, ils disent, je suis pas encore à ce niveau-là. Bah non, il y a plein de choses que tu sais déjà faire dans ta vie, et il y a peut-être plein de choses que tu fais de manière bien meilleure que cette personne-là, parce que dans sa vie à côté, il y a d'autres choses qu'elle a moins bien développées. Donc se rappeler tout ce qu'on sait faire, et dans la communication, enfin, l'hypnose, c'est de la communication. Et du coup, on a une expérience, une expertise, entre guillemets, en communication. Même quelqu'un qui démarre en hypnose, il sait déjà dire, tu trouves pas qu'il fait froid, sous-entendu, tu veux bien fermer la fenêtre, quoi. Faire des suggestions, c'est déjà le faire. Et puis, effectivement, le fait qu'on a appris, on a appris à marcher, on a appris à parler, on a appris à lire, à écrire, beaucoup de manière intuitive et inconsciente, et que cette capacité d'apprentissage est toujours là, surtout quand on est motivé, de sorte à pouvoir continuer de grandir, pour pouvoir effectivement incarner cette confiance, parce que sinon ça peut être un peu, comment dire, ça peut être un peu flou, cette histoire de confiance en soi, et puis si tu l'as pas, tu te lances pas, et comme On tu te peut lances aussi pas, tu la vouloir développes arrêter, pas. tu peux aussi à un moment donné vouloir arrêter d'évoluer et de dire en fait je suis bien là où je suis et c'est bien. J'ai pas forcément besoin de toujours plus, tu vois. Et en tout cas, pour cette tranche de vie, je peux me poser là. Et tu peux me redire ce que tu disais du coup sur la confiance en soi, compétence. J'aime bien comment tu le formules. Sentiment de sécurité lié à ses compétences C'est trop bien. et à celle d'apprendre. On a aussi la compétence Ouais, d'apprendre, en fait. Il y a exactement. les compétences existantes et les compétences qu'on peut développer. Et le fait, voilà, d'avoir, je sais plus où j'ai trouvé ça, en plus, ça casse pas trois pattes à un canard, mais il y a un moment, j'ai dû Ça met de la réfléchir, clarté en fait. voilà, j'ai dû écrire un PowerPoint pour présenter un truc en entreprise sur la confiance en soi et l'estime de soi, ou faire des ateliers d'auto-hypnose sur ce sujet-là. Du coup, j'ai bossé et je l'ai répété, je l'ai animé quelques fois. Et maintenant, si on parle de confiance en soi, j'ai un truc, tu vois, c'est présent, et du coup, ça donne de la clarté. Euh, La clarté, c'est essentiel parce que je pense que c'est ça qu'on cherche à faire au départ, c'est mettre de la clarté et pour résoudre, il faut que les choses elles soient quand même claires au départ, et sur ce que tu veux, et sur ce que tu as, et sur de où tu pars. Enfin, il faut clarifier un peu les choses. Et par rapport à cette notion de clarté, tu sais, quand tu fais des protocoles sur le pardon, par exemple, tu as plein de gens qui vont dire ah non, mais moi, je peux pas pardonner parce que ce qu'il m'a fait, c'est trop terrible. OK, qu'est-ce que vous entendez par le pardon? Donc, la personne, elle va te dire ce qu'elle entend par le pardon. Toi, tu vas dire OK, pour moi, le pardon, c'est ça. Donc, à partir de cette définition-là, est-ce que vous pouvez accepter de pardonner? Ah, bah oui. Et en fait, on s'en fout que tu appelles ça un pardon, que tu appelles ça une excuse, que tu appelles ça. Peu importe. L'idée, c'est de se mettre d'accord sur la chose. Et ensuite, il faut nommer les mots. Et c'est pour ça que je te dis, pour moi, les mots, ils sont hyper importants. C'est que les mots, ils servent à mettre tout le monde d'accord. Ce mot-là veut dire ça. Mais il y a des mots sur lesquels on n'est pas d'accord. Un client qui va me dire, moi, j'aimerais me sentir plus libre. Je ne vais pas l'inviter à quitter son job ou quitter son conjoint. Ou, tu vois, et ça, c'est des projections que parfois on pourrait avoir tendance à faire dans sa vie perso. Mais en réalité, tu veux te sentir libre. OK, ça veut dire quoi libre pour toi? Comment tu le sais? À quelle heure? Ça se trouve, être libre pour la personne, c'est juste être libre de mettre son réveil 5 minutes plus tard tous les matins. Et hop, son sentiment de liberté, il est enfin satisfait. Donc, qu'est-ce que veut dire ce mot-là? Et comment tu sauras que tu as réussi? Et qu'est-ce qui t'empêche d'arriver à ça? Et puis après, moi, je boucle toujours avec les mêmes questions, hein. C'est qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce que ça te permettra? Comment tu sauras? Enfin, en fait, c'est tout le temps la même chose. Mais le fait de faire tout le temps la même chose, bah, ouais,
ouais, je sais pas comment je vais terminer cette phrase, donc je vais la laisser comme ça. J'ai une petite demande perso, mais qui peut bénéficier à nos auditeurs, auditrices. Comme je fais beaucoup de réconciliation des parties, tu veux bien nous partager t'as dit que tu avais 2 questions sur la Ouais. négo ou réconciliation des parties. Quelles sont tes formulations types comme ça? Alors, je dis deux parce que je crois que c'est deux, mais s'il y en a d'autres, elles vont venir toutes seules. En gros, pour faire très simple, la négo, c'est donc vous mettez une partie dans chaque main. Je demande quelle forme, quelle couleur. Je la fais en mode PNL. Je l'ai apprise comme ça en PNL. Quelle forme, quelle couleur il y a dans cette main. Quelle forme, quelle couleur il y a dans cette main. Alors après, je joue un peu les sous-modalités. Est-ce que c'est posé? Est-ce que ça flotte? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Enfin, le but de ça, moi, je m'en fous de savoir si c'est un rond rouge posé ou pas. C'est juste que la personne, elle se mette en immersion dans le truc et qu'elle soit suffisamment déconnectée du mental pour pouvoir me dire, j'ai une boule rouge, elle flotte, elle est un peu chaude. Parce que ça permet juste de savoir qu'elle est capable d'être dans ça, en fait. Parce que si elle me dit, bah là, j'ai pas confiance en moi et là, et là, j'ai confiance en moi, euh, si je travaille à partir de ça, c'est le mental qui va prendre le relais. Donc l'idée, c'est de se dire, OK, là, j'ai une boule rouge. OK. La base de la question, c'est cette boule rouge là, qu'est-ce qu'elle veut? De quoi elle a besoin ou qu'est-ce qu'elle veut? OK? Et donc, je considère que cette partie-là pendant tout le process. Et après, je considère que cette partie-là pendant tout le process. Bien, cette boule-là, là, qu'est-ce qu'elle veut? Et donc, cette boule-là, elle veut ben, partir. OK? Partir, ça lui permettra quoi? Ben, d'aller, de se libérer de ce qui se passe dans sa vie de tous les jours. OK, ça lui permettra quoi de plus important? Ben, ça lui permettra de découvrir le monde. Et découvrir le monde, ça lui permettra quoi? Donc, c'est ça. Et ça lui permettra quoi? 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 Il y a un espèce d'automatisme qui se met en place qui fait que la personne, elle finit par te répondre sans réfléchir, en fait. Elle sait quelle question tu as posée, donc ça ramène un espèce de flow, en fait. Ce truc d'avoir toujours les mêmes questions, ça ramène un espèce de flow dans le sujet. Et donc, ça permettra, au bout des choses, bah, juste d'exister. OK. Et après, donc, je dis, OK, on va laisser cette partie tranquille un moment, le temps de bah, la laisser processer et de faire ce qu'elle a à faire, enfin, juste parce que je voudrais m'intéresser à l'autre maintenant. Et en m'intéressant à l'autre, bah, j'ai quoi? J'ai un carré vert ou j'ai, je sais pas, une silhouette ou un nuage ou je sais pas quoi. OK. Et ça, qu'est-ce que ça veut? Bah, ça veut disparaître, ou alors ça veut s'ancrer, ou alors ça veut, enfin, peu importe. OK, ça permet quoi? Et ça permet quoi? Et ça permet quoi? Ma deuxième question, c'est, par exemple, elle veut disparaître, ça lui permettra quoi? Ben, j'en sais rien. OK, en quoi c'est important de disparaître? Et c'est la même question. Qu'est-ce que ça permettra ou en quoi c'est important? Ça ramène le même résultat. C'est juste que si le mental, il comprend pas la question, qu'est-ce que ça permettra? Quand tu dis à la personne, OK, c'est pas grave. En quoi c'est important? Il a l'impression que tu poses une autre question, comme si tu t'accrochais pas trop à ça, et donc du coup, il te donne la réponse quand même parce que tu lâches prise. Et rien que de dire à la personne, OK, tu sais pas, c'est pas grave, je vais te demander autre chose. Ça décomplexe et ça déculpabilise. Et donc, en posant ces questions-là, les gens, ils montent, ils montent, ils montent. Et puis, bah, quand ils réalisent que bah, ça permettra d'exister, ah, bah tiens, comme l'autre. Donc, en fait, tu as deux parts de toi qui veulent la même chose, sauf que tu en as une qui pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour aller là-bas, et tu en as une qui pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour aller là-bas. Et donc, pendant qu'elles se battent, là, les deux, bah, déjà, elles s'empêchent l'une l'autre d'aller là-bas. Et en fait, toi, tu n'y arrives pas à aller là-bas parce qu'elles, elles sont trop occupées à se chamailler plutôt que de faire ce qu'elles sont supposées faire pour toi. Donc, on va peut-être les laisser se rapprocher, et puis finalement, les mains se rapprochent, et puis ça flotte. Ah, le Je protocole suis, ra- préféré, c'est j'adore celui-là. je suis ravi déjà qu'on ait fait le podcast et de t'avoir posé cette question parce que alors que c'est un truc que je pratique énormément, j'ai même un atelier dédié juste à cette technique et je la pratique, mais pas du tout de la même manière. Et même avec les questions, les formulations et tout, donc ça vient donner du volume, du coup, à ce que moi je suis habitué à faire. Donc c'est très très chouette, même Et tu si peux me dire, toi, l'idée de, brièvement, comment tu le fais? moi, je le fais de manière très hypnotique, donc avec des mouvements idéomoteurs, donc pas trop d'accès visuel. Donc, je fais pas des trucs dans les mains. Je dis la partie est dans la main et elle veut faire bouger la main, ou un doigt ou toute la main. Et pareil dans l'autre main. Et après, je fais un truc vraiment très rossi, avec du silence et les mains se rapprochent à mesure que les parties les formations que j'aime bien, ça peut être se rapproche. Parfois, je suis parti sur des trucs un peu poétiques, genre se renifle un peu comme des animaux sauvages qui peuvent s'amadouer ou qui peuvent vérifier que tout à l'intérieur de vous veut la même chose, qu'au fond vous soyez heureux et en sécurité. J'ai l'impression que souvent la réconciliation, il y a une partie qui veut de la sécurité et puis une autre qui veut du bonheur. Et du coup, quand j'ai pas l'info, je prends ce genre de raccourci.
Voilà un peu comment je la fais. Et je suis aussi content parce que j'ai eu un flash tout à l'heure, puis il m'est parti et il m'est revenu. C'est un cadeau, bon, un cadeau. Bah, en tout cas, c'est une info ou un partage que je suis content de faire parce que euh, pour se faciliter la pratique, et c'est, je pense, beaucoup inspiré du travail de Jordan, même si je ne saurais pas identifier les maillons. En tout cas, pour nourrir ce cadre de partenariat avec nos clients et pour se retirer la pression à nous en tant que praticiens, praticiennes et à eux en tant que clients, parce qu'ils se la mettent aussi la pression. J'ai inventé, non, mais j'ai en tout cas reconceptualisé, je pense, ce que j'appelle le mode sans échec, autrement connu sous la stratégie de Nelson Mandela avec cette fameuse citation. Alors, tu vois, souvent les gens font, ah oui, oui, je vois déjà de quelle citation vous allez me parler. Euh, Nelson Mandela qui nous dit, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Tu vois comment tu es déjà en train de faire de la Ouais, réconciliation. Et donc, si ce que je vous propose fonctionne, ben, allez-y à fond. Par contre, s'il se passe quoi que ce soit, que ça marche pas bien, ou que ça marche pas, ou qu'il se passe autre chose, ben, dites-le moi. Et ça me permettra d'apprendre à savoir comment vous fonctionnez pour qu'on trouve ce qui a besoin de se faire. Un peu comme Bob Burns a cette question un peu bizarre où il demande aux gens au début de la séance, bon, bah, vous avez amené votre mode d'emploi. Genre, il bug un peu, tu vois. Bah, oui, savoir comment fonctionner. Bah non, pas de mode d'emploi, il est con. Bah oui, il n'avez pas de mode d'emploi. Du coup, il va falloir qu'on découvre ensemble quel est votre mode d'emploi. Il y a un peu la même manière de dire, on va jouer, on va tester. Tant que ça avance et que ça va dans la bonne direction, on continue. S'il y a quoi que ce soit, vous me le dites. Et moi, ça me permet d'apprendre à mieux vous connaître. Et on est équipé avec, euh, je trouve, cette confiance qui finalement est assez simple, mais qui mérite quand même d'être bien remise au centre du village, entre guillemets. C'est que quoi qu'il se passe, en fait, l'inconscient de la personne, il est impliqué. Même si la personne elle a sa liste de courses, même si elle a des pensées conscientes, en fait, ça n'existe pas le conscient. Le conscient, c'est une émergence de processus inconscients. Donc, s'il y a une partie de la personne qui veut rentrer en hypnose, vivre une belle hypnose profonde, et qu'il y a une autre partie qui envoie de la liste de courses ou de l'anxiété ou de l'hypervigilance ou trop de conscience, finalement, les deux sont des expressions de l'inconscient d'une certaine manière. Et le fait de le voir comme ça, euh, bah, du coup, est très rassurant parce qu'il n'y a plus de problème, il y a juste plein de manières différentes que les processus inconscients de la personne s'expriment. Et quand nous, on est tranquille et qu'on les accueille avec douceur, avec curiosité, bah, souvent ça se désamorce. Ça me fait penser à un client comme ça. Euh, c'est un type qui a eu une enfance vraiment horrible. Il se faisait tabasser par sa mère. Donc, une espèce de truc, s'il existe, enfin, il n'a pas le droit d'exister, quoi. Et il n'a pas le droit d'être bien. Autant te dire que à accompagner, c'est un peu galère parce que dès qu'il y a un truc bien qui se passe, pouf, t'as tout le truc qui s'active, les mécanismes de protection et qui auto-sabote, entre guillemets, les réussites, quoi. Il vient une fois tous les 6 mois à peu près. C'est sa temporalité de digestion des séances, tu vois. Et du coup, il y a des séances comme ça où je suis en train de galérer parce qu'en fait, il n'y a rien qui marche, tu vois. Et puis après, il me dit, oh, vous êtes fort. Enfin, non, c'est pas vrai. Il y a plein de trucs qui marchent un petit peu et il les déconstruit dès que ça commence à marcher. Et du coup, il me dit, ah, vous êtes fort quand même, hein. Bon, attends, je fais, ah bon? J'avais l'impression d'être en train de patauger, moi. Allez-y, racontez-moi. Il fait, bah, moi, je viens, déjà, j'ai pas envie de venir. Donc, tu vois, déjà, ça ouais, en dit c'est pas mal. Bah incroyable. oui. Et en plus, je vous mets des bâtons dans les roues, mais à chaque fois, vous les utilisez positivement. Et là, j'ai une émotion en reparlant parce que, euh, ben, euh, oui, mais des bâtons dans les roues concrètement, mais pour moi, il y a ces mécanismes de protection qui viennent s'exprimer un peu dans une espèce de transfert, qui viennent s'exprimer dans la relation. Et sa mère, quand il faisait ça, ou quand il s'exprimait, elle le tabassait ou elle le rejetait. Et moi, je suis dans une posture d'accueil en disant, bah, il y a tes mécanismes de protection qui, pour l'instant, te protègent de manière un peu extrême, un peu insatisfaisante, mais ma conviction, c'est qu'ils font de leur mieux. Et je les accueille avec tendresse. Et bon, bah, comment c'est bien de le protéger, tu peux le surprotéger, tu l'as fait beaucoup. Est-ce que ça te dirait que ensemble, on explore comment tu peux le protéger tout en lui permettant de vivre? Et juste en étant dans cette stratégie-là de fond, bah, j'ai pu constater que souvent, ça désamorçait plein de problèmes, quoi. J'ai l'impression que ça fait aussi à un certain niveau, et je pense que c'est là que je me retrouve moins souvent en difficulté, je pense que d'autres personnes ou d'autres collègues, c'est que je vais énormément vulgariser ce truc, faut pas le prendre au pied de la lettre, mais un peu quand même. Je m'en fous un peu des gens en fait, tu vois. Ce qui m'intéresse, c'est pas les gens, c'est les idées. Genre, les gens, ils viennent et je pense qu'il faut, et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu fais, peut-être sans le savoir avec cet homme-là qui est venu te voir, c'est
on accorde parfois trop d'importance aux gens et donc du coup à leur ego, à leur mental, à ceci, à cela, alors qu'en fait, ok, toi tu as vécu ça et tout, ça c'est ton histoire, mais en fait tout ça on s'en fout. Ça m'empêchera pas de t'aimer, ça m'empêchera pas d'être là, ça m'empêchera pas de... Parce qu'il y a quelque chose en toi qui m'intéresse. Et il y a quelque chose en toi avec quoi moi je vais pouvoir faire évoluer un truc et je vais pouvoir grandir de cette expérience. Je vais pouvoir t'accompagner toi à grandir de cette expérience, mais en fait c'est même plus de toi qu'il s'agit en fait, tu vois. Tout ce truc qu'on se raconte sur le sujet des uns des autres, euh, j'ai une tendance à chasser. Je pense que c'est pour ça aussi que j'entends blablabla, blablabla, blablabla. Moi j'attends que le truc émerge en fait. Tu me parles de toi, tu me racontes ta vie, tu me racontes ton truc et tout. Ok, c'est bien. Mais il y a des choses qui vont m'intéresser en toi, il y a des choses qui vont pas m'intéresser. Mais en fait, tout ça, on s'en fout. Je vais juste aller chercher les idées qui vont m'aider, moi, à évoluer et à te permettre d'évoluer, quoi. Je sais pas si je suis assez claire dans le truc. Je me fais une représentation, en tout cas, de ce que tu as dit. Je sais pas si c'est celle que tu voulais transmettre, mais j'aime bien ton idée et quelque part, ce que tu t'as nommé comme étant peut-être un défaut ou une limite, tu pouvais te faire enfumer. Il y a un moment qu'il y a trop de mots, ça pouvait te perdre. Et peut-être qu'on commence à arriver dans cette zone avec le podcast. En tout cas, pour moi, pour toi, pour nos auditeurs, auditrices, c'est pas grave, c'est même peut-être bien. Et j'ai l'impression que toi, t'en as fait une force de te dire, bah, à un moment, ça me perd. Bah, comme ça me perd, bah, je vise le truc simple, celui que je maîtrise, celui que je sais utiliser. Puis Et des j'ai fois, une je tête laisse tout. chercheuse. Tu sais, j'ai eu quelques petites séances clés. Je pense qu'on a tous, quand on a un peu d'expérience de pratique, quelques séances clés qui nous ont permis de comprendre quelque chose, de faire évoluer sa pratique. Et je retombe un peu toujours sur mes pattes, mais je me rappelle avoir une fois, c'était sur mes débuts, été avec quelqu'un où je pédalais dans la semoule, je faisais une séance, deux séances, trois séances, quatre séances. Et en fait, ça évoluait pas. Et à un moment, en fait, ça finit par m'énerver parce que ça remet en doute mes compétences et mes capacités, alors que je sais que je suis compétente parce que j'avais suffisamment d'expérience et que mes protocoles, je sais qu'ils marchent puisque j'en ai fait l'expérience. Et je veux pas qu'on me mette en question le fait que ces protocoles-là, ils sont hyper efficaces, donc il n'y a rien qui va. Et bref, là, je me retrouve un peu à pédaler. Et en fait, bon, quand c'est comme ça, je mets un coup de pied aux fesses du client en général avec beaucoup de bienveillance, mais j'y vais quand même. Et je lui dis, bon, là, ça fait quand même 4 séances qu'on se voit, on n'avance pas. Qu'est-ce que vous m'avez pas dit? Que si vous me l'aviez dit, on n'en serait pas là en train de continuer à ramer aujourd'hui. Et là, bim, la personne, elle te sort son truc. Et juste, tu lui remets sa responsabilité en face, en fait. Tu lui dis, c'est toi qui déconne, c'est pas moi. Moi, j'ai des protocoles et je suis là et je fais mon travail. Si ça marche pas, c'est parce qu'il me manque quelque chose. Donne-moi ce truc qui manque. Et je vais chercher chez la personne ce qui va m'intéresser pour pouvoir me permettre de l'amener à son résultat. Mais tout son truc de euh, je te raconte l'histoire avec mon mari, avec mes enfants, avec mes copines, avec ceci, avec ma mère, avec cela, avec ceci, avec cela. Mais je te dis pas qu'en fait, avec, je sais pas, mon père, quand j'étais petite, il s'est passé ça. Enfin, tu vois, il y a cette espèce de bombe que tu dis pas. Il y a quelques clients qui font ça très bien, qui te disent tout, mais qui veulent pas te donner l'info et qui espèrent que tu arrives à les aider alors que tu n'as pas le cœur du truc. C'est pour ça que moi, les gens, à la limite, ce qu'ils me racontent, je m'en fous. Moi, ce que je veux savoir, c'est le cœur du truc. Et toute ma pratique consiste à cibler. Et dès que j'ai ciblé, hop, là, on va enlever le truc rapidement. Mais le b.a.-ba de ma pratique, c'est je cible le problème. Et tu peux me parler de 1000 trucs. Si c'est pas le problème, ça va savoir parce qu'on va bien voir qu'on fait des trucs avec et que ça change pas grand-chose. Et tu as des clients qui font parfaitement ça, qui sont vraiment dans le j'arrive à te donner l'impression que je t'ai donné toutes les infos, alors qu'en fait, je t'ai rien donné. Et ils te le disent des fois en claquant la porte. Ah, je sais pas si c'est important, mais en fait, je suis en train de penser que quand j'étais petit, j'ai vécu ça. Ok, bah merci et à la semaine prochaine. Mais si tu m'avais dit ça en début de séance, on n'en serait pas là. Et après, c'est important, il faut laisser le temps au temps aussi. Mais je trouve que ça, c'est le côté, je trouve, le plus fascinant du métier. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je préfère, c'est vraiment ce truc de, OK, quel est le problème? Alors, les gens, ils vont dire, bah, il y a ça, OK, je m'en fous. Quel est le problème? OK, je m'en fous ça. Quel est le problème? Et en fait, quand tu as trouvé le cœur du truc, putain, mais alors là, déjà, tu as un espèce de eureka parce que tu sais que c'est là, parce que le corps, il s'aligne avec les mots, enfin, tout s'aligne, donc c'est là. Et là, OK, bah, qu'est-ce que vous voulez? Et là, du coup, on peut commencer à bosser. Et c'est quand on peut commencer à bosser que ça devient intéressant. Parce que tout le reste de on parle, on essaye de comprendre. Non, enfin, j'essaye d'y aller le plus vite possible parce que c'est après que je m'éclate. Mais avant, c'est un peu chiant. Écoute, j'ai l'impression que ça fait un joli mot de la fin. À moi moi, j'ai une question que Ouais. j'aime bien poser et que je te pose quand même.
sens-toi libre d'y répondre, évidemment. Euh, Quand je fais un entretien préalable, ce qui n'est pas toujours le cas, il m'arrive de finir et de dire est-ce qu'il y a autre chose d'important qui vous vient en tête, que vous souhaitez à rajouter ou partager? Tu nous as offert plein de clés, de visions, de grilles de lecture. Euh, Je disais, au-delà du partage pour les gens qui nous écouteront, moi, pour mon intérêt personnel et pour la joie d'avoir passé ce moment avec toi, c'était déjà une, une très très chouette idée. Donc merci du fond du cœur de l'avoir accueilli. Puis voilà, si tu as un dernier truc que tu souhaites nous proposer, c'est bienvenu. Puis si c'est juste dire au revoir, c'est excellent aussi. Non, bah écoute, je te remercie. Je te remercie pour tout, pour l'opportunité, pour cet échange qui m'a vraiment plu aussi. Hem Et puis, non, j'ai pas grand-chose, je pense à ajouter, sinon on va rembrayer sur un truc et c'est reparti, après on m'arrête plus. Donc, ça va, juste je pense, pour les personnes qui écouteront, mais je pense qu'on l'a pas mal rappelé quoi, ce truc de vraiment, simplicité, authenticité et se faire confiance. Ta clé sur la confiance on peut continuer à acquérir des compétences et à apprendre, mais là où on est, bah, on a déjà beaucoup de choses en fait et il faut qu'on soit avec ces choses-là qu'on a parce que c'est ça qui marche quoi. Donc, bref, faut se faire confiance, il faut y aller. Le monde a besoin des gens qui ont besoin d'aider le monde. Le voilà, le mot de la fin. Voilà. Merci du fond du cœur, Merci Véronique. aussi. Merci à toutes et tous. À À très bientôt. bientôt.